pour enchaîner avec notre invité, j'ai rencontré Daniel, notre invité. Je peux même pas te dire quand. Il m'avait contacté puis tout ça, et en lui jasant, je me suis rendu compte, puis je le réfère toujours comme étant le gars le plus libertarien que je connaisse. Pas juste par sa pensée, mais par ses actions, parce que c'est bien beau de dire on est libertarien, on en rencontre tous. Ah oui, moi je suis libertarien, mais en fait, tu te rends compte que dans sa vie de tous les jours, ben écoute, il vit dans le socialisme, c'est-à-dire qu'il va envoyer ses enfants au CPE, il va travailler comme fonctionnaire pour le gouvernement, bon. Mais lui a décidé de vivre en libertarien. Je crois que de le vivre en libertarien, c'était difficile au Québec, donc il s'est exilé, il est au Guatemala. Salut Daniel. Bonjour. Bonjour Daniel. Oui. Donc, moi, là, ce que je suis curieuse de savoir, c'est au départ, qu'est-ce qui a fait en sorte que ta pensée a changé parce que je crois que tu étais de socialiste à libertarien. Oui. En passant, c'est la première fois de ma vie que je fais une entrevue. Fait que pour vos écouteurs, là, Julie m'a convaincu d'en parler. Sinon, je reste quelqu'un plus, disons, tranquille. J'en parle avec des amis, mais très bien aller. Ben, moi, je dirais que quand j'étais à l'école, peut-être même la première année primaire, j'ai quand même une bonne mémoire. On nous parlait des problèmes socialisés, puis la question c'était qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour résoudre tel problème. J'avais pas le concept de l'État, mais on savait c'était quoi le gouvernement, même quand on était très jeune. Donc, tout le temps que j'ai grandi, ça a toujours été, ben, quand il y a un problème, puis il y a toujours des problèmes, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Ça nous met un peu dans une boîte. En anglais, il y a ce qu'on appelle thinking out of the box. Ben, si tu penses toujours qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour résoudre le problème, t'as pas beaucoup d'options. Même lorsque j'étais à l'université, on avait des exercices à faire. Puis j'étudie comme ingénieur, donc c'est pas là, j'ai pas étudié les sciences politiques, mais malgré tout, on avait des cours. Puis c'était tellement biaisé les cours. Je me souviens, si je peux prendre quelques minutes, on avait un exercice que on faisait la simulation du commerce entre les pays. Premièrement, c'est pas les pays qui font du commerce, c'est les individus entre les pays qui s'échangent des biens et services, et non des pays. Puis ça se donne que moi, l'équipe que je me suis retrouvée, c'était celle de l'Afrique. Puis on avait des papiers, des ciseaux, des compas, puis il y avait aussi des petits stickers rouges. Je me souviens très bien de l'exercice, puis il fallait faire des cercles. Puis nous autres, l'Afrique, on avait eu, c'était une feuille de papier, puis on n'avait pas de ciseaux, on n'avait pas de compas. Fait que il fallait déchirer le papier pour essayer de faire des cercles. Tu avais les États-Unis, qu'eux autres, ils avaient reçu une pile de 500 feuilles de papier, il y avait les ciseaux, les compas. Tu avais le Japon qui avait des compas, puis des ciseaux, mais pas de papier. Puis tu avais le Brésil, que lui avait plein de papier, mais il avait pas l'affaire. Puis là, ben là, le monde essayait de faire des échanges. Puis là, il expliquait, le gars, que ben là, il s'apprenait le gouvernement pour régulariser les affaires, puis tout ça. Puis finalement, quand que tu regardes les choses d'un truc plus tard, puis là, en plus, il fallait que tu aies le sticker, que ça soit approuvé par l'Organisation internationale du commerce. T'sais. Ça, c'était le concept qu'on avait. Puis là, c'était d'en discuter comment qu'on pourrait améliorer puis de faire un système plus équitable. Puis finalement, le fameux sticker rouge qu'il fallait appliquer sur le cercle. Pour qu'il soit vendable puis accepté par le professeur, parce que le but c'était d'en faire le maximum. Puis le professeur, ben vu que nous autres, il était déchirés au papier parce qu'on n'avait pas de ciseaux, puis on avait qu'une feuille de papier qu'on ne peut pas vraiment négocier avec les autres pays qui avaient plein de ressources. Finalement, il nous avait donné, je pense, un demi-crédit ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça a été une leçon, écoute, je me souviens de cet exercice-là. Mais c'était tellement subtil de comment que tu sais, le système était, puis là, c'est comment de réformer l'Organisation internationale du commerce pour inclure l'Afrique, puis là, ben là, si chaque pays donnait un petit peu, ça pourrait aider, puis ci, puis ça, puis moi, quand j'étais à l'université, le cours d'économie nous expliquait qu'une guerre, c'est une bonne chose, parce que ça crée des emplois, puis quand que l'économie allait pas bien, ben, il fallait que le monde emprunte de l'argent, parce qu'il manquait d'argent dans le système.
Donc, tu empruntes de l'argent pour que tu puisses dépenser. Puis là, ma question, c'est, ouais, mais si tu empruntes de l'argent, parce qu'il manque d'argent dans le système, il va falloir un jour que tu la repayes, cet argent-là. Donc, Oui. tu viens de repousser le problème à plus tard. Puis en plus, tu payes avec intérêt. C'est-à-dire que dans plus tard, il va y avoir moins d'argent dans le système. Donc, non, mais saviez-vous que les femmes battues aussi, hein, les femmes battues, là, ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi. Ben, tous les phénomènes. Toutes les histoires du tsunami au Japon, puis tout ça, je peux parler longtemps. Écoute, un coup que tu regardes les choses dans un autre angle, tu t'aperçois que ça n'a aucun sens. Puis d'un autre côté, on m'a enseigné à l'université que quand il y avait trop d'argent dans l'économie, puis là, jamais qu'on posait la question pourquoi il y a trop d'argent. Tu sais, c'était comme un fait, un peu comme, mettons, ben, il y a un orage ou il y a une tempête, il y a trop d'argent. Là, le gouvernement vend des bons, donc le monde donne de l'argent au gouvernement en échange d'un bon, puisqu'ils peuvent pas dépenser le bon, ça l'enlève l'argent en circulation. Puis là, ma question, c'est, oui, mais qu'est-ce que ça fait quand ces personnes-là vont revendre leurs bons? Ça va être de l'argent qui va retourner dans l'économie. Oui. Et en plus, souvent, ils vont avoir des intérêts parce qu'ils font pas ça par charité. Puis, j'ai très bien réussi. J'ai pas poché aucun cours, mais j'avais des réponses, puis des questions qui n'avaient pas de réponse. Et j'étais curieux, fait que je me suis mis à chercher sur Internet. Puis, j'étais socialiste dans le sens que j'avais eu l'éducation que tout ce que le gouvernement donnait, c'était quasi gratuit. Donc, j'ai grandi, on n'était pas riches, on était quand même très pauvres. Ben, pas très pauvres, mais tu sais, il fallait tout qu'on travaille. Mais on avait beaucoup à cœur d'aider les autres qui étaient encore plus démunis que nous autres. Fait que c'est comme ça que j'ai grandi. Puis pour aider les pauvres, ben, si le gouvernement offrait de la nourriture, puis offrait les maisons pas chères, puis transportation. Mais le problème que j'avais, c'est que je suis quelqu'un qui cherche des vraies solutions. Puis là, je réfléchis, je dis comment? C'est pas juste ça devrait être, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, un plan d'action. Puis à toutes les fois que je pensais à un plan d'action, il y avait toujours un problème. Si on fait ça, ça va résoudre la corruption. Si on fait tel système, ben là, c'est des incompétents qui vont être en place. Si on fait ça, tu sais, j'étais jamais capable de trouver une solution au système de dire, ben, si le gouvernement fait les maisons, puis là, la question, c'est, ben, quel genre de maison qu'on va bâtir? Si le gouvernement s'occupe de la nourriture, ben, qui va distribuer? Puis là, je dis, ouais, mais le bureaucrate qui distribue la nourriture, il va sûrement donner à ses amis ou garder ça pour lui. C'était pas facile de dire, OK, c'est comme ça, puis, mettons, même si on est d'accord, puis, en lisant un jour, j'ai eu un article qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est comment que donner du welfare, parce que c'est tout en anglais que les articles finalement libertariens, que si tu transfères de l'argent d'une personne riche à une personne qui est pauvre, assumant qu'il n'y a aucune corruption, assumant qu'il n'y a aucune perte, qu'il n'y a rien, la personne qui est pauvre ne produira pas. OK? Elle va consommer, donc elle va appauvrir la société. Et le riche va s'appauvrir par le fait même. Le riche va s'appauvrir, le riche aussi va se décourager, il va avoir moins de motivation à travailler. Puis là, c'est là que je me suis dit, oh mon Dieu, tout le système que j'avais qui était de dire, oh, on a besoin de l'État pour aider le sort des pauvres. Puis là, oublie l'histoire de régulation qui empêche les petites entreprises, oublie ça. On parle là simplement d'un transfert, de dire, on va prendre la personne comme un gars comme Bill Gates, qui a beaucoup d'argent, que même si on élève 10%, il s'en rendra même pas compte, puis on va le donner à 1000 personnes qui sont très, très pauvres. Puis après ça, c'est là que je me suis mis à lire. J'ai beaucoup lu sur Mises.org, Ludwig von Mises Institute, qui s'appelle The Austrian School of Economics. D'ailleurs, je suis tombé sur ce site-là au hasard. C'est un article, je crois que c'est écrit par un Pierre qui est du Québécois libre. J'ai oublié son nom. Pierre Desrochers? Peut-être. C'est Pierre Desrochers. Il y avait en bas de la page un lien subscribe. J'ai mis mon email, puis je me suis mis à recevoir l'article à chaque jour. Puis ça a été fascinant parce que ça parle des problèmes de la vie courante, mettons comme un article une fois, si ça a l'air banal, les tomates fripées sont bannies en Floride. Puis là, c'est comme, non mais, pourquoi quand t'es banni, c'est que ceux qui ont des belles tomates veulent pas avoir de la compétition de ceux qui ont des tomates fripées, donc ils vont voir l'État pour faire une loi. Puis là, la solution, c'est pourquoi pas laisser les consommateurs choisir s'ils veulent acheter des belles tomates lisses ou des tomates fripées. Puis si les tomates fripées sont moitié prix, peut-être que du monde dit, ben moi je fais une soupe, ou peu importe, ça me dérange. Je m'en fous, c'est ça, je fais de la sauce à spaghetti. Puis c'est tous des articles, mais quand ça fait 10 ans ou 12-13 ans, ça fait ça que je lis. À un moment donné, on finit par assimiler le concept, on finit d'oublier tout ce qu'on a été, l'éducation publique qu'on nous a enseigné, toutes ces doctrines. Mais regarde, Dan, tu parles des tomates. Moi, je fais juste référence au Québec avec l'industrie du lait et les quotas. C'est rendu que le petit fermier qui a 3-4 vaches, lui, il peut consommer son lait, mais il n'a pas le droit de vendre son lait à son voisin, quoi que ce soit. Non, tout est régularisé.
On jette des quantités incroyables de lait. Moi, je regarde à chaque fois que je vais au Québec, je m'amuse. Écoute, j'ai de la famille qui vit proche des douanes américaines. Eux, ils traversent. C'est pas compliqué, ils vont traverser. Puis souvent, le commentaire, c'est « Ah, le lait américain, c'est boosté, c'est pas bon. » Ben oui. Moi, j'ai toujours consommé du lait organique. Mon lait organique... Biologique. Biologique. Mon lait Ouais, biologique c'est vrai. coûte par gallon. Je veux dire, si tu compares les poches de lait puis tu convertis tout ça, moi, c'est à peu près 4 à 5 $ de moins que je paye avec du lait biologique versus le lait basic du Québec. Puis on a beau essayer de nous argumenter, de dire « Ah, mais nous, la qualité. » La même chose avec la SAQ, c'est que tu crées un monopole, tu crées des lois, puis tu barres toute concurrence, ben qu'est-ce que ça donne? Ça donne des abus d'un bar. Puis les consommateurs sont piégés, puis ils peuvent rien faire d'autre. Alors, Absolument. écoute, les tomates, c'est bête. D'interdire une tomate qui est pas fraîche ou qui est pas lisse, c'est imbécile. Non, ils sont fraîches. Ils sont juste qu'ils ont une forme un peu plissonnée, là. Oui. Le gars avait des photos, là, puis c'était vraiment l'association des tomates qu'il aimait pas, qu'il y avait eu, enfin, mais c'est banal, mais quand tu lis plusieurs articles comme ça, que ça soit sur n'importe, à un moment donné, on finit qu'on acquiert un contexte différent, puis qu'est-ce que j'aimais de Misa, c'est qu'il parle de solutions, pas juste de problèmes. Puis à un moment donné, avant même de lire l'article, j'ai déjà une idée de qu'est-ce qu'ils vont suggérer comme solution. Oui. C'est ça qui a changé, je dirais, le site web qui a eu le plus d'impact sur ma vie, ça a été ce site-là, le Gull von Mises. Ben, en fait, C'est tout la gratuit, solution on des livres, des PD. La solution pour eux à 90%, c'est subventionner. Toutes les solutions, les problèmes de banque, on va bailler out, les problèmes de l'industrie des poissons, du lait, c'est la subvention. Et les subventions, ils viennent de où? Ils viennent soit des poches des contribuables ou bien ils viennent on emprunte. Mm-hmm. Tu te ramasses avec un Québec, une dette de quoi? Au-delà de 250 milliards de dollars. Cette dette-là n'a pas été faite parce que les contribuables sont irresponsables. C'est parce que l'État s'est endetté et a décidé de prendre des décisions qui font que il n'y a même plus moyen de rembourser cette foutue dette-là. Fait que Mais Dan, toi, bon, là, ça t'a ouvert les yeux, mais par la suite, t'as commencé dans ta vie de tous les jours, à vivre en libertarien. Tu t'es comme détaché de l'État de plus en plus. Ben, ça commence mentalement. Ouais. Je dirais ça a été beaucoup de lecture. Je dirais une des choses que j'ai vitement constaté, c'est qu'au Québec, il n'y avait pas beaucoup grand place pour le libertarien. Donc je me cherchais une communauté que je pouvais vivre. Ça, c'était une des premières choses que j'ai fait une démarche. J'ai même fait une subscription, qu'est-ce qu'on appelle le Free State Project au New Hampshire. Oui. C'était avant même l'an 2000, donc c'était quand même assez avant-gardiste. J'ai eu la chance de parler personnellement avec Jason Soren, qui était le fondateur des personnes. Qu'est-ce qui est arrivé malheureusement, c'est qu'après le 11 septembre, c'était pratiquement impraticable parce que venir aux États-Unis, c'était devenu de plus en plus hostile. Dans le passé, c'était quand même assez facile, surtout pour quelqu'un qui est un Canadien, puis que tu as l'air canadien. Là, je dis pas si t'es un immigrant que t'es arrivé puis qui t'ont nationalisé canadien, mais si tu as l'air d'un Canadien normal aller aux États-Unis, c'était toujours, je dirais, agréable. Puis aussi, le fait que je me suis dit, si je vais aux États-Unis, je vois comme un citoyen de deuxième classe. J'avais cette impression-là, dans le sens que tu seras jamais accepté 100%, mais il va falloir que tu payes les taxes, tu n'auras pas le droit d'avoir, mettons, des armes ou des trucs comme ça. Tu sais, le temps d'avoir une citoyenneté, ou même si tu as une citoyenneté, si tu n'es pas né là-bas. Puis j'ai eu des très, très bonnes expériences aux États-Unis, rencontrer du monde. Mais donc, je me suis mis à chercher d'autres alternatives. J'ai beaucoup cherché sur Internet, toutes les petites communautés qu'il y avait, que ce soit du monde qui voulait faire un village libertarien, tout ça. Je dirais que qu'est-ce qui me manquait le plus, c'est à toutes les fois que je visitais leur site web ou tout ça, je disais,
c'est quoi les règlements, comment que ça fonctionne, qui est en charge ici, comment que le système de décision est pris. Puis la majorité du temps, c'était le fondateur, c'est lui qui décide tout, grand Manitou, grand Michoui, je veux dire, c'est sectaire. Ouais, puis là c'est comme puis nous autres il faut absolument que tout le monde mange organique. Bon, là c'est comme c'est parce que j'ai rien contre ça, mais je veux pas qu'on l'impose. J'ai parlé avec d'autres personnes, même des chefs de tribus autochtones. J'ai eu la chance de vraiment même de rester chez eux, tout ça, tu sais, pour discuter. Puis là, il y en a un qui dit moi, dans mon affaire, c'est illégal de travailler le dimanche. Parce que je veux que tout le monde se repose. Là, je dis, mais ça, c'est une bonne c'est une bonne cause, mais j'ai dit, on a besoin des médecins le dimanche, du monde qui sont pompiers ou quoi qu'un accident, besoin même du monde. C'est encore d'imposer quelque chose, tu sais. C'est ça, exactement. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ce monde-là qui viole la règle? Vas-tu les mettre en prison? Puis j'ai dit, pourquoi pas créer un système économique favorable que le monde peut gagner assez durant la semaine, que le dimanche, ils peuvent se reposer, ils n'ont pas besoin de travailler. Si la personne travaille le dimanche, souvent, c'est peut-être parce qu'elle aimerait avoir un petit peu d'argent, parce qu'elle a de la misère à arriver. Donc, peut-être qu'elle va pouvoir se payer une petite sortie ou quelque chose comme ça, ou juste qu'elle a besoin. Puis j'ai dit, on a besoin du monde qui travaille le dimanche. Puis c'est pas à l'État à choisir. C'est ça, c'est volontaire. C'est une action volontaire. C'est ça. Que si tu vas au restaurant, qu'il y a quelqu'un qui va au restaurant, les repas, ça se cuisine pas tout seul. Puis le marché va faire que si tout le monde veut rester le dimanche, c'est un peu comme à Noël, si tu dis, moi, je paye salaire trip pour quelqu'un qui travaille la journée de Noël, il va y avoir quelqu'un qui va être volontaire, dit, moi, regarde, mes enfants, ils ont 2 ans, ça dérange pas si on rouvre les cadeaux le 24 ou le 26, je veux dire, tu sais, pour 3 fois le prix, je vais le faire, puis si c'est pas 3 fois, c'est 4 fois le prix. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, moi, je vais le faire, le travail, je vais travailler de nuit, c'est toute une question volontaire plutôt que d'être imposé. Donc, je cherchais pour une communauté. J'en ai contacté peut-être une 10-15aine. Chacun avait comme un peu, je dirais, qu'est-ce qu'on appelle intentional community, avec une intention. Mais j'en cherchais une que l'intention, c'était la liberté. Puis, pas facile. C'est assez de base, ils ont toutes leur propre affaire. Puis, mettons la personne qui est en tête, tu dis, ah oui, cette personne est bonne. Mais là, tu dis, qui va être le prochain leader? Ça va être son fils. OK, son fils habite même pas là. Ça, c'est un cas vrai. Il est peut-être dans un autre pays. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire, lui, s'il habite pas là? Il s'en fout complètement. Il peut faire toutes sortes de règlements. Puis, j'ai eu une expérience qui a quand même été très bonne au travail. Puis, j'avais un ami qui était dans une autre équipe. Puis, c'est relié. Je vais juste vous expliquer pourquoi que j'en suis là. Puis, il me disait, je comprends pas. Il dit, je vais dire ma boss pour juste distinguer entre le gars et le fait. Je pense que c'est une femme aussi. Il dit, elle est toujours après ce gars-là. Elle est toujours en train de le critiquer, toujours en train de l'abaisser, tout ça. Puis il dit, je comprends pas. Il dit, il y a tellement des bonnes idées, il dit, il ferait un meilleur boss. Puis là, j'ai dit, c'est peut-être pour ça qu'elle elle veut pas de compétition. Puis le fait que j'ai quand même été une personne, en général, qui a des idées assez, le monde qui a dit, ah oui, c'est quand même pas mauvais comme idée. Toutes les fois que je rejoins une communauté, j'ai toujours l'impression que je vais me retrouver en compétition avec le leader, tout ça. Donc, il va vouloir, probablement, à un moment donné, dire, lui, je veux pas l'avoir parce que il m'enlève. Je vais donner un exemple. Il y avait quelqu'un qui avait une communauté, puis il dit, nous autres, on n'a pas de taxes. Hey, c'est super, moi, j'aime ça. Puis là, j'ai dit, explique-moi un peu comment que ça va marcher. Puis là, il dit, moi, mais le gouvernement, il possède le terrain, puis le monde, il faut qu'il loue le terrain au gouvernement. OK, ça ressemble pour moi du fudéalisme, là. Puis en plus, l'ironie, c'est que tu demandes à ces personnes-là qui se disent des grands libertariens, tu dis, est-ce que tu connais Frédéric Bastiat? Est-ce que tu connais Murray Rothbard? Est-ce que tu connais Louis von Mises? Puis tous les nouveaux écrivains contemporains, Lew Rockwell, ils ont jamais lu quoi que ce soit. Ils ont jamais connu, ils ont aucune idée de quoi que tu parles, mais ils se sont dit des grands libertariens, là. Puis là, tu leur demandes, qu'est-ce que tu as fait? Ah, moi, j'étais en occupation en Irak, j'étudiais les stratégies de commando. C'est comme, je peux voir ça dans le domaine libertarien, tu sais. Puis là, il veut faire sa propre communauté, là. Puis là, en fait, qu'il fasse sa propre communauté, c'est de ses affaires, mais que, je comprends un peu ton côté, désemparé de la chose. Moi, ça me fait penser un peu à des community gates. Chaque community gate arrive avec leurs règles, tout ça, puis tu te soumets ou bien tu vas ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai déménagé, en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai déménagé cette semaine. Je suis à 2 rues, je suis sortie de ça. Écoute, c'est drôle parce que
je suis pas trop, tu sais, je fais pas des choses trop bizarres, là. Je suis pas du genre à peinturer ma maison rouge, là. Mais, juste de savoir que je peux pas rien faire, je peux même pas étendre mon linge sur la corde, je peux pas rien faire, ça me dérangeait. On est sorti de là pour cette raison-là. Donc j'aurais de la difficulté à vivre dans une communauté comme t'as vu. Mais est-ce que Dan t'en a trouvé une finalement? Oui, parce que y a-t-il moyen également? Ouais. Mm-hmm. Je vais juste finir mon histoire. Puis là, ce gars-là, c'est ça, là, tu dis, là, je suis en désaccord, mettons, sur un point. Là, tu dis, tu devrais lire un peu, je te recommanderais de lire, mettons, Mises ou Besser. Puis là, il dit, c'est tous des philosophes idiots. Ben ouais, il les a jamais lus, là. C'est un gars, là, qui se dit libertarien. Il les a jamais lus, il les a jamais rien, puis il méconnaît ça. Puis le fameux gars, là, qui parlait de louer qu'il fallait que tu loues ton terrain, là, je veux juste revenir parce que c'est toutes des communautés comme ça que j'ai rencontrées. C'était vraiment, épeurant. Là, je dis, mais qui choisit le prix de comment que je loue mon terrain? Ah, il dit, à chaque élection, c'est le président qui choisit chaque terrain. Oui. Fait que là, le gars va dire, ben, si tu votes pour moi, je vous le fais gratuit. Hey. Puis là, mettons, il t'aime pas, là, ben, lui, il peut décider qu'il grimpe ta location de ton terrain à un prix exorbitant, à un point que tu es obligé de quitter parce que tu n'es pas capable de payer ou, tu sais, ça vaut pas la peine de vivre. Là, c'est comme, wow. Ça, c'est ça, cette définition. Puis là, j'ai dit, pourquoi que, puis c'est comme ça qu'un peu l'idée est venue. J'ai dit, pourquoi que tu n'aurais pas un gouvernement, mettons, qui vend des services qui sont nécessairement gouvernementaux, comme, mettons, permis de conduire, certificat de naissance, des diplômes, des passeports, puis ça financerait un gouvernement minimum, tu as toujours un revenu, parce qu'il y a toujours, je veux dire, mettons, le permis de conduire, ça se renouvelle, tout ça. Puis là, il dit non, parce qu'il dit, on a des investisseurs qu'il faut qu'il y ait un retour sur leur investissement pour la fameuse location du terrain. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, mon Dieu. Alors, on vient au même scénario. Le même scénario que le Québec, lui, ses investisseurs, c'est la FMI. Les États-Unis, ben écoute, t'as les grandes banques qui sont les investisseurs. Fait qu'on vient... Il y a continuellement le principe d'esclavage. Le peuple est esclave de ces investisseurs-là, puis il y a toujours comme une espèce de roue qui continue, là. Fait que tu t'en sors pas. Moi, mon idée, c'est, j'ai dit, pourquoi que tu ferais pas un système comme ça? Puis chaque personne qui vient, les colonies, ceux qui viennent coloniser le village, ils achètent leur terrain, ils deviennent propriétaires de leur terrain. Donc, et puis là, parce qu'ils disent, les investisseurs ont pris des risques. J'ai dit, ben pourquoi pas que ce soit pas ceux qui viennent coloniser, qui achètent un terrain, puis qui prennent le risque de dire, regarde, ça c'est mon terrain, tout ça, puis je fais qu'est-ce que je veux avec. Plus ou moins dans le sens que tu peux pas polluer ton voisin, tout ça, mais si tu veux te bâtir une maison ou un restaurant, t'as pas besoin de demander permission aux voisins ou à la communauté. Et en cherchant, le premier site que je suis tombé, ça s'appelle Charter Cities. Oui. Chartercities.org, le monsieur s'appelle Paul Romer. Et c'est un projet, pratiquement le concept, c'est de dire on va créer une ville à partir d'une région non peuplée. Donc, on définit une municipalité ou une ville qui va se bâtir à partir de zéro. Et ceux qui sont intéressés à venir, et cette ville-là, qu'est-ce qui est spécial, c'est que elle fait ses propres lois, elle a sa propre police, elle a ses propres taxes. Le projet est un peu annoncé comme Hong Kong à la Chine. C'est-à-dire que Hong Kong, c'était une colonie plus ou moins britannique qui avait sa propre autonomie, qui avait sa propre monnaie, qui avait ses propres règles. Hong Kong, c'était pratiquement un marécage. C'était aussi pauvre que l'Afrique. Puis, comparé à la Chine, ça l'a poussé incroyablement. Ça l'a devenu. Puis même après que c'est retourné à la Chine, elle a quand même gardé beaucoup de son autonomie. Donc, c'est quand même un concept. Les petites villes, comme ce soit Singapour, Monaco, c'est tout, même Liechtenstein, les petits pays, c'est tous des pays qui ont un très, très haut niveau de vie pour leurs citoyens. Ce sont aussi des pays qui sont très, je veux pas dire le mot social, mais ils ont des bonnes relations avec leurs voisins. Le commerce, je veux dire, c'est des pays qui reconnaissent qu'ils peuvent pas tout produire à l'interne, donc ils ont des frontières très ouvertes pour que les biens, les services, les personnes. Donc, c'est vraiment le concept donc, quand j'ai appris que ce projet-là, ça fonctionne, je me suis dit que ça c'est une opportunité. Fait qu'on a décidé de déménager, ma femme et moi, au Guatemala. La raison au Guatemala, c'est qu'il y a une université qui est une université libertarienne, qui est pratiquement le cerveau de ce projet-là. C'est une université que chaque étudiant, pour graduer, qui apprennent la médecine, l'architecture, l'ingénierie,
l'histoire, l'économie, les affaires. Il faut tout qu'il ait lu Murray Rothbard, von Mises, Frédéric Bastiat. Il faut qu'ils prennent 5 cours dans ce domaine-là. Okay. C'est vraiment une vraie université libertarienne. C'est mais Dan, dis-moi donc quelque chose, parce que là, tu parles de l'Équateur, tu parles de l'Amérique centrale. Nous, l'image qu'on a de l'Amérique centrale, là, c'est que c'est des pays du tiers-monde. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de pauvreté. Moi, je suis surprise de voir qu'il y a un groupe libertarien qui veut fonder, c'est ça, un Charter City ou fonder vraiment un mouvement. Ça s'appelle la Startup City. Le nom a été changé, là. Mais oui, c'est le même principe. Mais explique-moi comment ça, nous, on a vraiment la perception, là, que l'Amérique centrale, là, c'est vraiment épouvantable. Ben, pas épouvantable, mais ce qu'on entend, c'est vraiment pas rose. Puis d'un autre côté, on a comme un groupe d'individus qui poussent à créer pratiquement une société parfaite ou une société, un meilleur monde. Alors, explique-nous donc, démystifie donc un petit peu notre perspective, là. OK. Premièrement, ces pays-là ont beaucoup souffert. Je pense que la CIA était pendant des décennies, il y a eu des guerres civiles. La population est tannée. La population, probablement, ici, a une méfiance totale de l'État. OK? L'État, c'est vraiment, alors qu'au Canada, aux États-Unis, c'est comme Dieu. Là. Si l'État a dit c'est la loi, il faut obéir la loi, personne ne se le demande, un peu comme j'ai éduqué, il faut obéir aux lois. Puis là, personne ne pose la question, mais qui écrit les lois? C'est les politiciens du monde qui ont souvent les valeurs morales les plus basses, des menteurs, des voleurs. Je veux dire, c'est pas tout, là, mais en général, là, c'est pas les personnes les plus, les modèles de la société. C'est pas selon mes critères. Ici, c'est pas le cas. Quand que j'ai la chance de parler avec du monde, je m'aperçois que la majorité du monde, ils désirent toute la liberté. Donc, ils savent peut-être pas comment, mais je dirais la culture est quand même très libertaire. Le monde ne demande pas à l'État rien, ne s'attend à rien de l'État. Okay. Pratiquement, la majorité, toute l'éducation, c'est privé, la sécurité, c'est privé, les routes, c'est privé. Il y a pas, l'État s'occupe l'État est très incompétent. Fait que tout ce que l'État fait ici, c'est lent et toute la livraison, c'est pratiquement privé. C'est sûr que l'État a le monopole des postes, là, puis quand tu commandes de quoi, ça prend 2 mois à arriver, là, mais si c'est le privé, ils viennent te livrer les affaires à la maison avec des scooters, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le peuple comme tel, est-ce ils ont une qualité de vie comparable à nous en Amérique ou vraiment Non. Okay. C'est beaucoup plus pauvre. Il y a un grand écart entre les personnes riches puis les pauvres. Tu prends la ville de Guatemala, il y a des belles maisons, tout ça, mais si tu vas dans d'autres endroits, c'est pauvre. Un des problèmes dans les pays du tiers-monde, c'est que le monde a beaucoup de la difficulté à acquérir le terrain. Donc, ils vont se bâtir clandestinement. Si tu peux pas avoir ton terrain, tu n'investiras pas beaucoup. Les salaires, même un professeur d'école ou d'université va gagner entre 350 et 400 $ par mois. Okay? Mais tu peux vivre avec ça. Les loyers sont pas chers. Quelqu'un qui gagne, mettons même un pensionné qui a 500 pièces par mois, là, il est capable de vivre facilement. Le coût de la vie est beaucoup moins cher, surtout si on compare avec les prix d'ici. Les prix sont souvent comparables ou peut-être même un petit peu moins chers. Mettons, si tu achètes des ordinateurs, des TV. Tu peux acheter des portables pour 300$. Mais 300$, si tu gagnes 300$ par mois, c'est beaucoup. La connexion Internet va coûter, mettons, 30$ par mois. Mais 30$ par mois, si tu gagnes 300$ par mois, c'est beaucoup. Donc, ils sont pauvres, mais il y a eu beaucoup d'améliorations, comme les télécommunications, c'était possédé par l'État, c'est ouvert maintenant. Il y a plus de téléphones qui ont été vendus qu'il y a d'habitants au Guatemala. Tu peux t'acheter un téléphone pour 10$. C'est ça ce que j'ai en passant. J'ai un téléphone qui vaut littéralement 10$. Tu l'achètes d'un kiosque, puis tu pars avec, puis il fonctionne. Ils ne posent pas de questions, ils ne posent rien, ils sont juste contents de t'avoir vendu ton téléphone. Tu leur donnes ton 10$ ou l'équivalent de leur monnaie. Tu as une carte SIM qui vient avec, là, que tu peux changer. Fait que si tu n'es pas content, tu t'enlèves ton téléphone, tu peux en acheter un autre. Tu peux acheter une carte de SIM pour 3$, puis ils vont te donner, je pense, 50 minutes en plus de puis les Startup City, là, ils vont. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand ça... Là, tu parles en Équateur, il y en a d'autres qui vont se créer en Amérique centrale. Qu'est-ce que ça va amener à la population? Parce que moi, ce que je vois, là, d'un œil externe, j'ai peur que ces villes-là qui vont être créées, ça va être comme des ghettos de riches, et tout autour, tu vas avoir les gens qui vont
vont continuer dans la pauvreté. Est-ce que je me trompe littéralement en pensant de même ou comment? C'est quoi la philosophie? C'est une bonne question. D'ailleurs, c'est la même question que je me suis posée moi-même. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont pour le projet du Startup City sont vraiment des libertariens. Contrairement à beaucoup, même Paul Romer, puis là je dis ça sur les ondes, fait que j'espère qu'un jour j'aurai pas parce qu'on s'est déjà contacté tout ça, il est plus étatiste. Il croit, Paul Romer, son article, c'était c'est un autre gouvernement qui allait gérer les lois puis tout ça. Il espérait beaucoup que le Canada soit là. Donc, le Canada amène ses lois au Honduras. Puis pour moi, c'est un peu comme du colonialisme, là, dans le sens que ça va juste être une colonie. Puis même, mettons, le salaire minimum qui est 10 piastres de l'heure au Canada, il n'y a aucune chance que ça marche au Honduras. Ils ne gagnent même pas ça par semaine. Là, donc, il y a toutes sortes de trucs. L'idée, c'est que on achète un terrain. Donc, le gouvernement ne donne aucun terrain. OK? Puis, ce terrain-là, c'est du terrain qui est pas occupé en ce moment, c'est pratiquement de la jungle. OK? Et la communauté crée ses propres lois, ses propres règlements, c'est-à-dire que si tu veux venir ici, bon, il y a ci, il y a ça. Et ceux qui sont intéressés vont venir. OK? Donc, on vote par ses pieds. Si on veut que ça fonctionne, il va falloir faire des règlements qui sont équitables et tout ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le fait que le Honduras, c'est quand même un pays que le coût de la vie est bas, c'est qu'il y a toutes sortes d'opportunités d'emploi qui sont là, que ce soit faire des véhicules ou faire de la couture ou tout ça. C'est sûr que ça va être des emplois poches au début. Il n'y aura pas de magie, mais les personnes locales vont avoir... On peut pas amener des individus du premier monde à dire on va faire le travail, ça n'a pas le choix de créer de l'emploi local, acheter de la nourriture, tout ça. Ça, c'est le plus bas des choses. Moi, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est un programme qui s'appelle Work for Food. C'est ceux qui sont intéressés, qui sont du tiers-monde. C'est que, mettons, tu as besoin de quelqu'un pour laver ton auto ou tondre ta pelouse ou peinturer. Tu peux dire sur un site web, tu mets un peu comme des mini-offres d'emploi. Puis les personnes locales qui sont intéressées peuvent venir pour travailler. Mettons, s'ils travaillent 1 heure, ils ont 3 repas ou quelque chose comme ça. Je pourrais en parler longtemps, on m'a dit que j'ai pas assez de temps. Pour justement intégrer, puis le but, c'est de créer des emplois. Mais le gros de ça, c'est que ça peut devenir le prochain Silicon Valley. Et ça, c'est vrai, puis parce que moi j'ai eu la chance de lire la constitution en fait que tu avais écrit puis tout ça puis tout se tient là-dedans. Moi je me dis, as-tu pensé à ça? Ben oui, il a pensé à ça. As-tu pensé à ça? Ben oui, il a pensé à ça. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques en quelques mots comment fonctionneraient les prisons là-bas, parce que moi, c'est ce qui m'a le plus accroché. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens, des libertariens, qui se disent, bon, les prisons, on fait quoi avec ça? Comment que c'est géré? Bon, premièrement, c'est ça, c'est le monde m'a dit, c'est une utopie. Non, je ne crois pas une utopie. Je ne crois pas qu'il va y avoir beaucoup de crimes, mais pour les quelques fois qu'il va en avoir, il va y avoir des prisons. Puis là, la question, c'est comment qu'on fait des prisons si on ne veut pas avoir de taxes? Parce que je suis un peu allergique aux taxes. Donc, dans ma constitution, la seule taxe qu'il y a, c'est pour la maintenance du site web, puis le webmaster, il est élu avec un contrat, comme on embauche quelqu'un, puis c'est les payeurs de taxes qui payent chaque tête, plus ou moins. Là, sauf les personnes handicapées. Puis, enfin, les prisons, la façon que ça fonctionne, c'est que dans ma constitution, le monde qui vient, il faut qu'il soit d'accord au règlement. Puis le règlement, c'est que si tu es un prisonnier, le prisonnier a le droit de choisir sa prison. Donc, si, mettons, quelqu'un a fait un meurtre ou quelque chose qui est vraiment digne de prison, pour quelqu'un qui fume un joint ou une affaire de même, là, mais tu sais, un vrai crime, premièrement, il peut pas aller en prison s'il n'a pas été un jury. La section 37 de la Magna Carta, qui est écrite il y a 800 ans, dit « No free man shall be put in jail without the trial of his peer ». Fait que ça va être un jury de citoyens qui va décider s'il doit aller en prison. Puis, la prison, c'est que pour être une prison, il faut que tu sois reconnu par le gouvernement. Donc, il faut que tu aies un minimum d'argent en banque. Fait que si tu fais des conneries, tu vas perdre ton dépôt de sécurité. Puis si tu acceptes un prisonnier sans que tu aies passé par un jury, tu perds ton dépôt de sécurité. Donc, déjà là, celui qui va opérer une prison, là, il y a des règles à suivre. Et le prisonnier, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il peut magasiner la prison qu'il veut. Donc, une prison peut dire, nous autres, on va te garder pour 1 000 $ par mois, on inclut des repas, on inclut ci. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu peux choisir ta prison, les prix risquent d'être bas, le coût, puis ils risquent aussi de t'offrir un emploi dans la prison. Fait que si tu es un programmeur en informatique, ou si tu fais des coupes de cheveux, ou si tu fais des meubles, ils vont te dire, regarde, on va te donner un bureau, on va se quitter 50-50, peu importe. Donc, tout le problème de violence, de
de tous les trucs qui se passent en prison, le fait que les prisonniers peuvent magasiner, peuvent même écrire des commentaires, ils ont le droit de bloguer. Ça, c'est un droit que j'ai mis aussi, c'est que le prisonnier a le droit d'expliquer son histoire qui est en prison. Là, on me dit que j'ai 5 minutes, fait que je peux pas trop en parler, là, mais c'est un contrat entre le prisonnier, en fait, et la prison. Et donc, dans le fond, tout le problème de, tu sais, le citoyen reste quand même responsable de ce qui va lui arriver, mais bon, il y a quand même un choix. Il y a quand même le choix de décider où est-ce qu'il va aller, mais ça reste une prison. Fait que moi, je trouve ça très bien parce qu'en fait, on va le faire travailler. C'est une réinsertion. C'est une réinsertion volontaire aussi. C'est en fait, contrairement, nous, on paie des millions pour ça, puis finalement, c'est comme si tu motives la personne à se réinsérer, puis si son acte est pas si pire, même il peut retourner en liberté, si je comprends bien. Oui, puis la liberté, anyway, ça, je pourrais en parler un peu plus. C'est un peu stressant quand on me dit que j'ai plus de temps, mais je pourrais en parler longtemps sur les prisons, puis pas que j'ai de l'expérience personnelle, j'ai jamais fait de la prison, mais j'ai toujours un sens de justice, puis l'idée, c'est que le prisonnier peut avoir son compte de banque, il peut faire des profits, il peut avoir sa business, il peut même devenir millionnaire, mais il est obligé de rester en prison. Puis l'autre question aussi, c'est qu'il y a plusieurs des choses, surtout si c'est pas un meurtre, c'est que la seule personne qui peut le sortir de prison, c'est la personne qui a été victime. Il n'a pas fait un crime envers la société, il a fait un crime envers la victime. Mettons, je donne un exemple. Mettons, une personne a violé une femme. La femme peut dire, je veux $1 million. Puis là, le gars dit, ben moi, je ne peux pas payer. Bon, ben, il va en prison. Là, ben, la femme peut dire, finalement, j'ai changé d'idée, regarde, si tu me donnes un demi-million, t'es correct. Bon, ben, si les deux sont d'accord, puis là, le gars dit, ben, regarde, moi, je peux pas payer, mais je vais te donner 1 000$ par mois pendant tant d'années. Si les deux sont d'accord avec ça, la personne est libre. Je veux dire, il a payé sa dette, ou il paye. Puis tant qu'il paye, c'est sûr que s'il arrête de faire ses paiements, il retourne en tôle, là. Tu sais, Donc, le système de prison, ça va être vraiment pour ceux qui ont aucun désir de coopérer ou quoi que ce soit, où ils ont fait des crimes qu'il n'y a pas moyen de payer, comme mettons le meurtre ou quelque chose comme ça. Mais si il existe, puis la question de pardon aussi, ça je pourrais en parler longtemps, de c'est quoi être sincère quand on demande pardon puis qu'on regrette son crime versus juste de demander à quelqu'un d'oublier ça pour pouvoir continuer. Il y a une différence. Puis une affaire aussi de responsabilité, c'est que dans mon système, c'est que chaque personne, il faut qu'il soit membre d'une société civique qui, elle, est responsable de les actions de ses membres, un peu comme une église ou quelque chose comme ça. Là, ses propres règles. Donc, si tu veux pas payer ta prison, c'est ton groupe qui va payer pour toi. Tes frais d'incarcération. Donc, il faut que tu magasines ton groupe. Fait que le groupe va te charger un frais. Fait que si tu as une mauvaise réputation, ça se peut qu'il n'y ait aucun groupe qui te veut. Puis s'il n'y a aucun groupe qui te veut, ben il faut que tu quittes. C'est ça l'entente. À moins que tu sois né là. Puis là, la question du monde va dire, ouais, mais si tu es né là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, il existe d'autres façons de gérer ça. Mais quelqu'un qui a grandi dans un domaine de liberté puis qui n'a pas connu beaucoup de violence, c'est un peu comme quelqu'un qui toute sa vie, sa famille puis son entourage sont des végétariens. Les chances qu'ils deviennent cannibales sont très faibles. Même nous autres, qu'on mange la viande régulièrement, on n'a pas envie de manger nos voisins. On a des amis pour dire, mais on les mange pas. Donc, ça va être pour une autre émission, je pense. Hein? Oui, ben c'est ça. Nous, écoute, on pourrait le garder, comme j'en ai parlé là, hier, on pourrait le garder 3 heures, puis même continuer encore. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'au cours des prochaines semaines, je sais que ton projet, il risque d'avoir, tu sais, de l'avancement. Il y a toujours de l'avancement, mais quelque chose de gros va venir à partir du mois de juillet, août, je pense. Puis on pourrait se reparler dans ce moment-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Moi, ce que tu viens de parler, là, c'est tout à fait un monde qui sort de l'ordinaire et c'est fascinant. J'aimerais qu'on puisse se rencontrer un autre. Là, il y a personne qui va dire qu'il n'y avait pas de solution, là, hein? Ah oui, c'est une vraie solution pratique, puis le projet, c'est vraiment réel. Ah, mais c'est sûr qu'il y a toujours une chance, là, comme un coup d'État, puis le président se fait assassiner, là. Je veux dire, tout est possible, là, mais dans ce projet-là, ça fait 2 ans que le gouvernement du Honduras a modifié sa constitution, puis les votes sont très, très forts. Là. Je vais donner un exemple. Le premier vote qu'il y a eu, quand ça a été voté au Congrès du Honduras, il y a eu 126 députés qui ont voté en faveur contre 1.
Wow. Hey, 126 contre 1, là, c'est quand même, là, puis on parle des deux côtés, même de l'opposition, tout ça, là. Je pourrais parler longtemps de c'est quoi les bénéfices du pays d'avoir ça. Gars, je vais juste prendre une autre minute. L'idée est venue originellement, ça vient du gouvernement, cette idée-là. Donc, c'est pas une idée que quelqu'un essaie de les convaincre. C'est que, puis là, c'est d'autres personnes comme moi ou tout ça qui ont dit, hey, c'est une bonne idée, on va joindre. Donc, c'est quand même une autre approche que tu essaies de convaincre, puis tu donnes des pots de vin au gouvernement pour essayer d'avoir ton idée qui passe. Le Honduras, c'est la capitale du meurtre. Ok, on peut parler de toute la sécurité, là, mais selon Wikipédia, il y a le plus haut crime, il y a tout ça. Les opportunités sont pas belles. Ils perdent environ 85 000 de leurs citoyens par année pour un pays qui a 8 millions d'habitants. Ça, c'est les plus éduqués, les plus vaillants, les plus intelligents. Ils partent vivre aux États-Unis, en Europe, au Canada. Partout, c'est qu'ils peuvent gagner 10 fois plus qu'au pays. Et ça coûte au pays énormément parce qu'ils perdent leurs entrepreneurs, ils perdent tout ça. Puis l'idée, c'est de dire, hey, si on peut leur donner un bout de terrain, qu'ils sont capables de s'organiser eux-mêmes, plutôt qu'ils quittent le pays, au moins ils vont créer des emplois locaux. C'est comme ça que l'idée est venue. Ah, bon. OK? Donc, c'est pas juste... Écoute, l'Amérique latine, je crois qu'il perd 2 millions de personnes par année. À chaque année. C'est immense. Ça représente 1% en tout cas, le Honduras, c'est 1% de leur cerveau par année. Imagine si on prend 1%, là, puis le 1% fait toute la différence parce qu'une personne intelligente, comme mettons Steve Jobs, peut créer des centaines d'emplois. Donc, le pays se retrouve dans une pauvreté, puis ils sont pas capables de gérer tout un pays. Tu peux pas changer la culture d'un pays, tu peux pas changer le système de crime d'un pays, mais ici, il y a beaucoup qu'est-ce qu'on appelle des colonials. Ce sont des gated community. Puis, dans la communauté, c'est très, très paisible, ça fonctionne très bien. Fait que même si c'est dans un pays où c'est considéré que le crime est très élevé, où c'est que j'habite des bicycles sur le bord de la route, puis tout ça, puis tu sais, c'est comme ça que c'est là. Je veux dire, le monde, ils se donnent même pas la peine de barrer leurs affaires. Le monde barre même pas leur porte. Hier, j'étais allé à un ami, puis je rentrais, puis la porte n'était même pas barrée, tu sais, sa maison, je suis rentré comme ça. Tu sais, fait que c'est vraiment une question de culture, là, comme graduellement amener la société, peut-être les plus pauvres, à leur donner le potentiel de s'enrichir. C'est ça le but. C'est ça le Alors, but. Oui. Puis, en fait, c'est très semblable à ce que les Américains, là, les pères fondateurs américains ont voulu faire, c'est donner le potentiel, c'est la liberté à l'individu de pouvoir s'épanouir. Puis c'est exactement un peu ce concept que vous voulez appliquer. C'est vraiment fascinant. Écoute, Dan va pouvoir conclure. Je suis désolée, mais on va vraiment s'arranger pour se revoir. Puis, écoute, ça fut un plaisir. Là, en ce moment, tu es en Équateur. Mets ton projet. Non, Guatemala. Guatemala. Là, t'es au Guatemala? L'Amérique centrale, oui. OK. L'Amérique centrale. OK. Oui. Alors, écoute, il va falloir vraiment il va falloir vraiment qu'on s'en reparle. Je vais mettre sur la page Internet ton site. Je sais que tu m'avais envoyé le lien. Je vais mettre ça pour les gens qui sont curieux d'en savoir. Je pense que la Constitution aussi qui est attachée. On peut non. Le site est encore en construction. Okay. Je suis toutes sortes de projets. Mais donnez-moi, mettons, un mois. Parce que ça donne que je travaille sur d'autres sites. Je travaille avec l'université. Hier, j'étais même à l'université. Juste pour vous donner une idée. Hier, l'université accepte des bitcoins maintenant. Ça, c'est un autre sujet en soi, là. Donc, l'université, tu peux payer tes frais de scolarité, tu peux payer pour les trucs en bitcoin. Fait que ils ont vraiment accepté. Fait que c'est peut-être même la première université qui accepte ça. Puis je leur ai donné un petit cours un peu le département du Trésor là, ou le trésorier de l'université. Comment un peu ça fonctionne, puis il y avait des questions, tout ça. Tu sais, le président, il aime beaucoup le concept. Le président de l'université, là, le Bitcoin. Fait que c'est sûr que ça a un impact, mais c'est vraiment une université libertarienne. Donc, j'ai des petites tâches ici et là. Fait que la Constitution de ces temps-ci, je pense que je l'ai pas updatée, ça fait une couple de jours. Puis j'ai encore des paragraphes incomplets, mais j'ai vraiment hâte. Puis je voudrais que quelqu'un tu lises pour trouver les fautes d'orthographe. Bon ben garde, écoute, on va la mettre plus tard. Regarde, tu vois, dès qu'elle est prête, là, dis-nous-les, on va la mettre en ligne. Puis pour le moment, dans le fond, on va les référer sur le site que tu t'avais donné au départ muse.org, je pense exactement. Fait que oui, je te remercie vraiment beaucoup. Dan, on se reparle à la fin de l'été. Vous écoutez le meilleur de Deux filles en liberté. Oui. Bon, mais nous avons avec nous aujourd'hui l'ex-professeur de droit
à l'Université Laval. Je sais que la plupart des gens qui nous écoutent le connaissent déjà, pour l'avoir entendu assez souvent, mais là, je voulais faire la présentation pour nos amis français qui vont probablement l'aimer. C'est tout un personnage. Bonjour, Monsieur Breton. Bonjour. Et Marianne. Bonjour, Marianne. Bonjour, oui. Donc, Monsieur Breton, parce que là, nous, dans l'émission aujourd'hui, on parlait du travail en général. Donc, on aime beaucoup parler de l'entrepreneuriat, on aime beaucoup parler du droit du travail, mais ce qu'on voulait parler aujourd'hui, c'était avec vous, votre spécialité. Pas votre spécialité, mais c'est parce qu'on vous entend toujours parler de ça. C'est toujours souvent des syndicats, les syndicats. Et je vous ai parlé, j'ai eu la chance de vous parler au téléphone. C'était une chance d'ailleurs, c'était une chance que tu as eue. Continue. Non, mais je suis vraiment contente. Et vous m'avez dit, écoutez, moi ce qui me fait peur présentement au Québec, c'est pas les syndicats, c'est ce qui s'en vient et c'est les fonds de pension dans le secteur public. Vous m'avez dit, c'est ça, moi, qui me fait peur. Bon, alors d'abord, c'est toujours les syndicats, ça concerne toujours les syndicats, parce que bien sûr, le secteur public au Québec est syndiqué à peu près en totalité, sauf bien sûr les remplaçants, mais c'est massivement syndiqué. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le taux de syndicalisation est si élevé à cause d'un taux de syndicalisation massif dans le secteur public et parapublic. Le taux de syndicalisation au Québec est de 40%, mais les effectifs du secteur public et parapublic comptent peut-être pour près de 40-45%, presque la moitié, quoi. Alors, alors on peut pas. Oui, bien sûr, les fonds de pension, c'est la grosse affaire des prochaines années, mais les fonds de pension, ça s'inscrit dans un contexte, ça s'inscrit. Je vais vous raconter une petite histoire rapide que vous allez comprendre tout de suite. Les salariés du secteur public et parapublic syndiqués sont permanents, ont la totale sécurité d'emploi. Ça ne bouge pas. Ils entrent là à 25 ans, ils sont là en totale sécurité pour 35 ans, et ensuite, et j'y arrive, ils auront une pension garantie pour un autre, normalement, 20 ans, 25 ans. Bref, c'est un engagement de l'État pour une soixantaine d'années. Et là, je vous épargne si la personne, si l'homme, par exemple, se remarie avec une plus jeune et qui, elle, touchera 60% de son fonds de pension. Et donc, à ce moment-là, ça devient un engagement qui frise le 100 ans, quoi, le siècle. Alors, vous voyez. Et il y a combien de gens dans le secteur public au Québec, environ, là? Je dirais à peu près, c'est difficile parce que je dirais entre 6 et 700 000, parce que il faut ajouter, il y a d'abord le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, beaucoup de monde, des gros ministères, hein, les enseignants, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de monde, bien sûr. Ensuite, il y a les fonctionnaires au sens strict du terme, qui sont à peu près 80 000. Il y a ensuite le secteur municipal. Il y a les policiers, en bref. Ensuite, il y a les fonctionnaires fédéraux, parce qu'eux aussi ont même s'il y a quelque chose, ils ont encore plus d'avantages. Les fonctionnaires fédéraux du Québec. Alors, donc, on peut parler de 6 à 700 000 personnes, alors qu'il y a à peu près 1 200 000 syndiqués au Québec. Wow. Et par là, vous parlez des gens actifs, là. C'est même pas les retraités par 700 000. Bon, ben voilà. Alors, c'est ça, là, qui devient. Et là, vous avez intérêt à prêter attention, les filles. Je sais que les chiffres, ça vous intéresse plus ou moins, mais en même temps, c'est tout simple, les filles. Tout ce que vous faites, c'est que vous vous concentrez, d'accord? Vous m'écoutez très bien. Vous n'avez pas la chance de me voir, tant pis pour vous. Ce serait plus beau, bien sûr, mais enfin, on ne peut pas tout avoir. Vous vous concentrez, les filles. Alors, on a vraiment l'air de deux greluches, Marianne. Vous avez remarqué que je ne l'ai jamais dit. Je l'ai à peine laissé sous-entendre, mais jamais j'en ai parlé. Alors, écoute. Oui, alors, là, il y a les actifs, mais il y a les passifs, c'est-à-dire ceux qui ont déjà pris leur retraite. Oui. Moi, je me souviens très bien, du temps que j'étais prof à l'université,
j'avais dit il y a une quinzaine d'années, avant que l'industrie automobile ne s'effondre aux États-Unis, les trois grandes automobiles, ils ne peuvent pas résister, ils vont faire faillite, c'est une certitude. Pourquoi? Parce que les syndicats, en obtenant tous les syndicats d'automobiles, les UAW, en obtenant toujours plus à chaque convention collective, en étaient arrivés à obtenir des bénéfices marginaux, un fonds de pension complètement fou, ce qui faisait que, et en plus, ils prenaient leur retraite tôt. Alors, ils sont ramassés, eux aussi, avant tout le monde, avec plus de retraités que d'actifs. Et quand les Japonais sont débarqués aux USA pour produire des autos, ils sont allés dans le sud des États-Unis, pas syndiqués. Ils ont embauché des jeunes de 23, 25 ans. Il n'y avait personne à la retraite à payer, et puis il n'y avait pas de syndicat dans la gueule, et il y avait des jeunes qui avaient envie de travailler. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est produit? Il s'est produit exactement ce que j'avais annoncé, à savoir que, bien sûr, dans des conditions pareilles, jamais les trois grandes automobiles ne pourraient concurrencer les Japonais, qui, bien sûr, avaient des coûts de production infiniment inférieurs à ceux des trois grandes automobiles. Alors, je reviens maintenant, les filles, vous m'avez toujours suivi, j'espère, je reviens maintenant aux syndiqués du secteur public et parapublic. Il y a les actifs. Déjà, il y a des retraités en nombre pas mal importants, mais on n'a encore rien vu. Parce qu'il faut savoir que les boomers, les filles, il faut que vous sachiez que la génération baby boom, c'est de 1900, ils sont nés entre 1945 et 1965. Ceux de 45, ceux de 1945 vont avoir 68 ans cette année. Et les plus jeunes ont 48 ans cette année. Mais donc, il faut savoir que le baby boom, ça signifie quelque chose. Non, mais ça signifie quelque chose, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'enfants. Dans mon environnement immédiat, quand j'étais jeune, c'était pas rare, les femmes qui avaient 10, 12, 15 enfants. Aujourd'hui, il y avait 2 parents et il y avait 10, 12 enfants. Aujourd'hui, il y a 4 parents et 1 enfant. C'est vrai. Vous voyez les filles, je vous présente ça simple, vous pouvez tout comprendre. Quand vous allez en parler à vos amis, vous allez passer pour des filles informées. Je continue. J'allais donc vous dire, maintenant, ça commence. Les retraites commencent à coûter cher et les déficits des fonds de pension commencent à s'accumuler. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat, comme dirait la gauche. Hein? Ce n'est qu'un début parce qu'éventuellement, d'ici une quinzaine d'années, quand l'ensemble des boomers va avoir pris sa retraite, et bien à ce moment-là, j'aime autant vous dire, il va y avoir plus de retraités que d'actifs. Alors, essayez d'imaginer un peu ce que ça veut dire, ça. Ils ont des fonds de pension luxueux, n'est-ce pas? Très luxueux, parce qu'il faut savoir qu'ils vont chercher la moyenne des 5 années les plus payantes. C'est pas la moyenne du salaire qu'ils ont gagné durant leur vie active. Mais encore une fois, ils sont allés chercher ce qui est le mieux, c'est-à-dire le meilleur salaire des 5 dernières années, et ils vont chercher 70% de ça. Ce qui signifie concrètement ils ont un revenu de retraite qui équivaut à peu près au salaire de ceux qui sont en début de carrière. Et même, ils en sont à leur 5e année, 6e année. Sauf qu'ils vont être infiniment plus nombreux, et par ailleurs, ceux qui vont cotiser vont être infiniment moins nombreux. Je ne vais pas vous expliquer bien longtemps que ce ne pourrait pas. C'est invivable. Et donc, et c'est là où mon combat devient merveilleux. Ça fait 25 ans que je me bats contre les syndicats, contre le monopole syndical et les privilèges éhontés que les syndicats se sont donnés et ont donné à leurs syndiqués. Parce que, pardon, j'ai une question. Parce que est-ce que vous êtes contre les syndicats ou contre le pouvoir des syndicats? Est-ce que vous êtes contre des organisations de travailleurs, en fait, Je ne suis évidemment pas contre les syndicats, surtout dans le secteur privé, mais dans le secteur public, je vois encore là, il faut que je vous explique un petit quelque chose, les gens ne le savent pas assez, ça. Il faut savoir que le modèle syndical que l'on connaît au Québec, comme au Canada, nous vient des USA. 1933, le New Deal de Roosevelt, qui a ensuite passé une législation qui s'appelle le Wagner Act, l'ancêtre de tous les codes du travail en Amérique du Nord, qui consacre le monopole de représentation du syndicat lorsqu'il peut compter sur la majorité des salariés d'un employeur. Mais ce modèle syndical s'est développé dans le secteur
privée à l'époque des chaînes de montage. Vous me suivez très bien, les filles? Oui. À l'époque des chaînes de montage, c'est-à-dire quand la compétence ne signifiait rien. Alors la réponse de Roosevelt et la réponse des syndicats était parfaite. Les syndicats disaient aux employeurs, avec vos chaînes de montage, vous ne respectez pas le travailleur, vous ne valorisez aucunement la compétence, alors on va vous mettre l'ancienneté dans la gueule. Puisque la compétence ne signifie rien, désormais le salarié, c'est son ancienneté qui va compter. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ça correspondait à un modèle d'industrialisation de l'époque. Mais on a transposé ce modèle dans le secteur public, au Canada et au Québec surtout. Et donc, essayez d'imaginer un peu, ignorer la compétence dans le secteur de l'éducation. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est épouvantable. J'ai pas à vous démontrer bien longtemps que c'est une connerie totale. Il faut savoir que le syndicat ne valorise que l'ancienneté. La compétence est totalement ignorée dans une convention collective. C'est toujours et seulement l'ancienneté. Ils vont dire, les syndicats vont nous dire, oui, mais la compétence, on en tient compte quand même un peu. Alors, ils ont des clauses du genre, à compétence suffisante, l'ancienneté prime. Je vous explique rapidement. Ça signifie qu'un plus ancien, à peine suffisamment compétent pour faire la job, va être choisi avec un plus jeune, très compétent. Je vous donne des chiffres, il n'y a rien comme tel. Essayez d'imaginer qu'un jeune qui obtiendrait 90% et un ancien qui aurait 60%. Vous me suivez toujours? Eh bien, l'ancien serait jugé suffisamment compétent et donc passerait avant le 90% le jeune. Et j'ajouterai encore, il y a pire que ça. Les syndicats vont toujours systématiquement insister pour que ce soit le plus ancien qui soit choisi, même s'il n'est pas suffisamment compétent. Et l'employeur n'a pas intérêt à passer par-dessus le plus ancien. Le syndicat, tout ce qu'il y a à dire, c'est on pense qu'il est suffisamment compétent. Voilà. Mais on a vraiment créé une bête. C'est incroyable. Moi, je regarde ça, là. C'est monstrueux ce qu'on a créé. C'est encore plus gros que ce que vous pensez. Les gens ne peuvent pas imaginer ce qu'est le pouvoir syndical au Québec. Je pourrais l'illustrer rapidement en disant ce qui suit. L'immobilisme québécois, le fait qu'on ne puisse rien remettre en question, le fait qu'aucun changement significatif qui nous mette à date avec les manières de faire d'aujourd'hui sont impensables au Québec à cause précisément des syndicats. Essayez d'imaginer un peu ce que ça peut signifier s'agissant du fonctionnement de l'État. Ils sont partout. Essayez d'imaginer une immense toile d'araignée qui s'est installée partout au cœur de l'État. Et donc, il y a des syndiqués partout dans tous les ministères, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, dans les cégeps, partout, et qui donc peuvent réagir à quelque initiative que ce soit de l'employeur ou d'un gouvernement, et ils vont fonctionner par inertie, c'est-à-dire la résistance passive. Ils sont moi, c'est parce que c'est beau ce qui se passe, c'est monstre, c'est gigantesque, c'est dangereux. Moi, je trouve ça quasiment dangereux. Mais je sais pas si vous avez une boule de cristal, si vous êtes fort là-dessus. Est-ce que vous pouvez essayer de voir ce qui pourrait arriver? Est-ce que vous avez vous connaissez plus le milieu, est-ce que vous voyez ce qui s'en vient? Bon, c'est sûr, il y a un mur qui s'en vient, mais comment vous voyez ça, l'avenir? Je pense que, je vous disais tout à l'heure, ça fait 25 ans que je dénonce le monopole syndical. Le monopole syndical, surtout dans le secteur public et parapublic, mais je pense que ça présente bien pour mes idées. Ça présente bien pour mes idées parce que l'exemple que je vous donnerai, c'est au niveau d'une ville, et particulièrement au niveau de la ville de Québec, la ville de Québec au Québec, où là on a un maire qui précisément est pas mal sur la même longueur d'onde que moi, s'agissant des pouvoirs syndicaux, s'agissant des déficits des fonds de pension,
s'agissant des budgets municipaux qui sont grugés de manière disproportionnée, qui vont pour payer les privilèges, les salaires, les bénéfices marginaux, les privilèges, les fonds de pension des syndiqués. Et dans les villes, c'est plus facile d'identifier ce que coûtent les syndiqués, ce que coûte le déficit des fonds de pension, parce que je vous parlais tout à l'heure des fonds de pension et du fait que avec les baby boomers qui vont prendre leur retraite à la tonne et qui occupent bien sûr tout le secteur public et parapublic, alors ça veut dire que les fonds de pension vont toujours avoir un déficit supérieur et l'indécence de l'indécence, les syndiqués et les syndicats du secteur public demandent à l'ensemble des payeurs de taxes de financer les déficits des fonds de pension. Il y a pire. C'est que dans le secteur municipal, où là ils étaient vraiment les plus forts, les syndicats, ils ont obtenu qu'ils ne payaient même pas la moitié des contributions aux fonds de pension. À Montréal et à Québec, c'est allé jusqu'à 30% payés par les syndiqués et 70% par la ville. Vous imaginez un peu, alors que tout ça parce qu'à un moment donné, il y a eu des surplus de fonds de pension. Il y a eu des surplus. Parce que quand la bourse allait très très bien et que par ailleurs il y avait peu de retraités, il y avait de gros surplus de fonds de pension. Sauf qu'il aurait pu penser que quand arriverait cette masse de bébés boomers qui prendraient leur retraite, il aurait pu prévoir un peu plus loin que leur nez, mais il ne faut pas leur dire ça et à demander à un syndicaliste de savoir compter, non, c'est comme demander, je sais pas moi, à un poisson de faire le marathon. Alors, mais moi, ce que je crains, je veux dire, comme je vous le disais auparavant, le mur, il va frapper. Là. Je peux pas croire qu'il n'y a rien qui va se passer. C'est bien beau de demander aux contribuables, c'est bien beau de refiler la facture aux futures générations, mais ça va... Mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de changement aussi longtemps qu'on ne se pète pas la gueule dans le mur. Et précisément, on peut penser... Surtout, ça va commencer au niveau des villes, j'imagine. Je pense à Québec et à Montréal, où c'est plus facile d'identifier combien va coûter, comment ça va coûter aux payeurs de taxes de Montréal et de Québec pour renflouer les déficits des fonds de pension des employés municipaux. Et là, le payeur de taxes va pouvoir identifier exactement quelles centaines de dollars de ces taxes vont c'est seulement pour renflouer le fonds de pension. Et alors, indécence de l'indécence, bien sûr, c'est que les travailleurs du privé n'ont pas ces fonds de pension. Parce que maintenant, il n'y a pas une entreprise, il existe à peu près plus d'entreprises dans le secteur privé qui peuvent se permettre de payer des pensions à prestations, des retraites à prestations déterminées, c'est-à-dire où le montant est garanti, par exemple, 70% de ton salaire, de ton meilleur salaire des 5 dernières années, si tu as travaillé 35 ans. 35, c'est 2% par année, 35 fois 2, 70. Alors, c'est seulement le public qui touche ça, parce que les salariés du public, les syndiqués du public, parce qu'encore une fois, une municipalité ne peut pas faire faillite, le gouvernement ne peut pas faire faillite. Sauf que l'indécence de l'indécence, c'est que ceux à qui on demande de renflouer les fonds de pension des privilégiés du public, ce sont les travailleurs du privé qui, eux, n'ont pas ces fonds de pension. C'est pure merveille. Mais quand même, il faut reconnaître que rendu à un certain point, on aura beau refiler la facture, ça ne pourra jamais combler le déficit et tôt ou tard, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce que vous pensez si jamais on frappe le mur? Là? Demain matin, là, c'est justement, il n'y a plus rien. Moi, j'avais entendu, je pense que c'est Éric Duhem qui parlait en 2037, les fonds de pension, c'est zéro. Qu'est-ce qui va arriver suite à ça? Que pensez-vous que ces employeurs ça va arriver en 2037. Ah oui, OK. 2037, si on actualisait, la meilleure façon de voir ça, c'est on arrête tout. C'est-à-dire que si, pour savoir dans quel état il y a un fonds de pension, par exemple le fonds de pension des cols bleus de la ville de Montréal, pour savoir dans quel état il est, on arrête tout aujourd'hui. Il n'y a plus de contribution,
et combien le fonds de pension doit. C'est quoi sa dette de ceux qui sont déjà à la retraite. Et c'est là qu'on se rend compte dans quel état il est. Bon, ils sont tous hyper déficitaires. Bien sûr, si on se projette sur 25 ans, alors là, de toute façon, c'est impossible. Il va y avoir des changements considérables longtemps avant. Bon, moi, je le vois plutôt. Tu vois, les derniers boomers, ils sont nés en 65. Donc, ils auront 65 ans en 30. D'accord? Mais ça, ce sont les derniers. Mais on peut penser que déjà en 25, il y aura déjà plus de retraités, beaucoup plus de retraités que d'actifs dans le secteur public et parapublic. Donc, ce ne sera pas viable. Et même que déjà, ils sont déficitaires et on est seulement en 2013, et que des boomers, il y en est parti seulement depuis 5 à 6 ans. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. Bon, alors qu'il va en partir, il en part sur 20 ans, je vous le répète. Alors là, on est encore quand même qu'au début des départs à la retraite des boomers. Mais je pense seulement d'ici 5 ans, par exemple, quand il y en aura, la moitié des boomers ou un peu plus seront partis à la retraite, parce qu'en plus ils partent prématurément, eh bien déjà, ce ne sera pas viable. Et entre-temps, bien sûr, comme ça va être la grosse conversation des prochaines années, les syndicats vont être forcément sur la défensive, exclusivement sur la défensive. Ils auront plus... D'ailleurs, vous aurez remarqué, depuis quelques années, on ne parle plus de salaire. Les syndicats, d'ailleurs, j'avais commencé à en parler déjà il y a une dizaine d'années, les syndicats ne parlent plus maintenant, quand ils négocient, ne parlent plus de salaire. Pas du tout. Ils parlent de retraite. C'est très dynamique comme approche, vous voyez. Retraite. On parle déjà de la retraite. On négocie les conditions de travail, n'est-ce pas? On s'assoit à la table de négociation et donc on parle de retraite. C'est pure merveille. Inutile de vous dire que ça donne, c'est particulièrement bizarre et ça envoie une image de dynamisme plutôt, je vous laisse choisir le terme. Ben c'est ça qu'on voit. Dans le fond, c'est l'image qu'on a des fonctionnaires. Hein? C'est exactement l'image que moi j'ai des fonctionnaires. Faites attention, quand vous dites fonctionnaire, il y a toujours un équivoque. J'aime mieux parler des syndiqués du secteur public parce qu'il y a deux notions de fonctionnaire. Il y a le fonctionnaire au sens étroit du terme. Ça n'inclut pas les enseignants, ça n'inclut pas les travailleurs du secteur de la santé, ça n'inclut pas le secteur municipal. Vous voyez, il vaut mieux parler des syndiqués permanents du secteur public et parapublic. Comme ça, c'est avec totale sécurité d'emploi. Avec ça, on les décrit très très bien. C'est ce 20% de privilégiés, et qui vont se faire regarder beaucoup dans les années immédiates. Et d'ailleurs, il faut en parler et en parler toujours et sans arrêt, parce que il y a d'autres privilèges. Là. Je ne veux pas tous les énumérer au complet, mais c'est astronomique tout ce qu'ils ont comme privilèges. Ah oui, oui, c'est assez fou, là. Ils ont des cours payés, ils ont des... j'en reviens pas, là. C'est vraiment... C'est pas les... On pense toujours que les méchants entrepreneurs, ceux qui font de l'argent, c'est sale, puis tout ça, puis sont privilégiés, puis ont des sous. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que ceux qui sont les plus privilégiés de la société québécoise, ce sont les gens qui travaillent pour le gouvernement et qui sont syndiqués. C'est parce que des riches, il n'y en a pas beaucoup. Non, je sais. C'est sûr que les syndicats, leur arme favorite, c'est toujours d'identifier quelques riches, d'accord? Mais sauf que, d'abord, le Québec est de loin la province, dans les provinces populeuses, je ne parle pas des Maritimes, c'est la province la plus pauvre et c'est celle qui compte le moins de riches, c'est-à-dire de gens qui gagnent plus que 150 000 par année. Non, on n'aura pas le temps, j'entrerai pas là-dedans, mais le simple fait, par exemple, de pouvoir toucher une retraite de 40 000 $ par année, compte tenu des taux d'intérêt d'aujourd'hui, compte tenu de ce que la bourse... Bon, là, la bourse, maintenant, elle est repartie, mais les gens sont toujours inquiets, ce qui fait qu'ils osent plus ou moins investir. Alors, les taux d'intérêt, tu places ton argent à la banque, quand tu obtiens 2%, tu es mauditement content. Ben, pour obtenir à 2% d'intérêt,
pour aller chercher 40 000 $ de fonds de pension par année, je vous signale que ça faut avoir mis de côté dans des rires. C'est très québécois, les rires. Là, oui. Ce sont Oui. c'est ce qui est dit. On peut déduire jusqu'à à peu près 15% de son salaire par année pour mettre dans notre fonds de retraite, et ça c'est non imposable, ça permet de déduire de l'impôt. Mais alors, vous imaginez un peu, faut avoir 2 millions à 2% pour aller chercher 40 000 $ par année. Quel est le travailleur ordinaire, d'accord? Et quand je parle de travailleur ordinaire, je parle pas du petit travailleur qui gagne 30 000 $ par année. Je parle du travailleur qui en gagne 50, 60 000, d'accord? Et qui va, c'est pas à 15 000 $ par année qu'on atteint très très rapidement le 2 millions de dollars qui à 2% nous garantirait garantirait le 40 000 de fonds de pension de retraite chaque année. Et ça, ce 40 000, on peut présumer que le syndiqué à la retraite du secteur public le touchera pendant 20-25 ans. Voyez-vous, moi, ce qui me fascine, là, c'est que la réalité, ce que vous venez de présenter, moi, ça dépeint vraiment là, ce que j'ai dans la tête. Et moi, ce qui me fascine, ça fait quand même 13 ans que j'ai quitté le Québec, c'est que depuis les 13 dernières années, peut-être avant, mais j'ai remarqué que le système, la machine gouvernementale ne fait que grossir et grossir et grossir. Moi, les garderies à 7 $, ça n'existait pas quand je suis partie. J'ai connu ça de l'extérieur. Là, maintenant, on est en train de parler de nationaliser les centres de personnes âgées. Je sais qu'il y a un terme spécifique. Ça ne fait que grossir cette espèce de nationalisation. Et vous me parlez de ce phénomène de retraite publique qui est déjà en déficit. Comment pouvez-vous expliquer cette situation-là? Moi, je veux dire, c'est tout à fait... C'est parce que les syndicats sont au pouvoir. Tu parles des garderies, tu vois. Bon, est-ce que tu sais que les garderies privées sont très mal vues? D'ailleurs, je pense qu'ils devaient faire grève aujourd'hui ou demain. Et alors... Le gouvernement péquiste, nationaliste, qui veut faire l'indépendance du Québec, de gauche, très accoquiné aux syndicats. Ce sont les mêmes gens qui sont syndiqués que ceux qui sont membres du Parti québécois. Alors, eux, vraiment, ils n'aiment pas les garderies privées. Alors, ils ont dit aux gens des garderies privées, si vous faites la grève, il y aura des amendes considérables. Alors, les garderies privées ne peuvent pas faire grève, mais par contre, il faut lire l'histoire du Québec des 40 dernières années pour voir à quel point les professeurs, tout le monde dans le secteur public et parapublic s'est permis, les syndicats se sont permis les grèves les plus nuisibles qui soient dans le secteur public, et sans bien sûr encourir des pénalités, parce que, bon voilà, ils sont tellement progressistes, ils sont tellement pour l'intérêt du Québec. Non, c'est d'ailleurs très paradoxal. Comment se fait-il qu'on passe n'importe quoi à la gauche et qu'on ne permette rien à la droite? Essayez d'imaginer un peu si des groupes de droite, je n'ai pas parlé d'extrême droite, je parle de droite, des gens qui croient à moins d'État, se permettaient seulement 10% des illégalités que se permettent les mouvements de gauche, avec en tête bien sûr les syndicats, eh bien, ce serait la gauche crierait à l'horreur, crierait mais c'est fasciste, c'est nazi. Oui. Mais eux, quand ils ne respectent pas la loi, subitement, il n'y a pas de problème. C'est eux, ils sont infiniment bons, et le fait qu'ils ne respectent pas la loi, c'est parce que cette loi-là est injuste. Alors, c'est eux qui jugent quelle loi ils respectent, quelle loi ils ne respectent pas. Mais de l'autre côté, par exemple, les gens qui ne pensent pas comme eux, si jamais ils s'avisent de ne pas respecter la loi, alors là, qu'est-ce que les gogos sont scandalisés? Puis, ce que moi, là, en vous parlant, j'en ai parlé après ça à d'autres personnes quand je vous ai parlé, et je disais, ce qu'il faut qu'on change, c'est pas la machine, c'est la mentalité alentour, parce que c'est les gens, en fait, qui votent, c'est les gens qui veulent ça, donc c'est la mentalité de chacun qu'on doit changer. D'abord là-dessus, tu me dis que ton émission, on peut l'entendre, tu as des auditeurs français. En France, c'est le même phénomène, et pourtant le taux de syndicalisation est très bas.
c'est la mentalité d'abord et avant tout. En France, le taux de syndicalisation est très bas parce que pour être syndiqué, c'est parce qu'en France, chaque salarié est libre individuellement d'adhérer au syndicat ou pas et de contribuer financièrement au syndicat. Et alors, on calcule et syndiquer le travailleur, la travailleuse qui contribue pour, je sais pas, mais qui va payer, par exemple, la cotisation syndicale 8 mois sur 12, quelque chose du genre, tu vois. Ce qui fait que, comme ils sont libres de payer, de verser la cotisation syndicale, le taux de syndicalisation, le taux officiel de syndicalisation en France est très, très, très bas. Mais ils ont la mentalité syndicale. C'est-à-dire que faire grève, d'ailleurs, c'est la grosse blague, hein. Je me permets d'ailleurs de dire à mes amis français, parce que j'ai fait mon doctorat en France, soit dit en passant, je connais très bien. Alors, ils ont la mentalité syndicale. Ils déclenchent une grève pour n'importe quoi, à n'importe quel moment. C'est la grosse blague en France. Vous ne savez jamais s'il n'y aura pas une grève du métro, une grève des transports, une grève les trains là, de banlieue, une grève des aéroports. Bref, il y a toujours un danger de grève à peu près permanent, et l'idée étant toujours, bien sûr, de nuire le plus possible. Et pourtant, ces gens-là prétendent, c'est vraiment comique, hein, on pourrait s'amuser énormément, parce que ces gens-là vantent le service public en disant, le service public, c'est merveilleux, parce que la continuité du service public, c'est ce qui est le plus important. Fournir le service en tout temps à tout le monde. Sauf que, subitement, quand ils décident de faire grève, ils paralysent tout le monde. Ben là, leur préoccupation, c'est de faire la plus grosse merde possible. Comment on pourrait faire pour vraiment faire en sorte que il n'y a plus rien qui fonctionne, que les usagers, et d'ailleurs, le plus souvent, les usagers sont ceux qui ont le moins d'argent. D'ailleurs, ça m'a toujours frappé, hein. Par exemple, les grèves dans les transports en commun, qui en subit le plus les contre-coups? Ce sont bien sûr ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une auto. Et alors, ce qui fait qu'on pénalise encore une fois, on prend en otage les plus vulnérables de notre société. C'est de toute beauté. Mais c'est les carrés rouges de la France. Oui, effectivement, il y a pas mal de carrés rouges professionnels en France. Oui. Mais regarde, comme Julie parlait, il faut changer la mentalité. Est-ce que vous croyez réellement qu'on peut changer la mentalité syndicale au Québec? Encore une fois, ça va se faire d'un seul coup. C'est dommage, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Les trois grands de l'automobile ont fait faillite et ont recommencé sur ils ont recommencé sur de nouvelles bases. Et maintenant, ça fonctionne plutôt bien, effectivement. Regardez ce qui arrive avec Ford, par exemple, qui va très bien. Alors, ce sera la même chose s'agissant de ce qui se passe au Québec, tant et aussi longtemps. Et aussi, il y a le problème, et là, je vais choquer les indépendantistes, mais ce qui arrive au Canada, c'est que le Québec est subventionné par l'Alberta, par les provinces de l'Ouest, l'Alberta et la Saskatchewan, qui sont des provinces riches, à travers ce qu'on appelle la péréquation. C'est qu'au Canada existe cette chose qui veut que les provinces plus pauvres vont être aidées par les provinces plus riches, de telle sorte qu'elles puissent bénéficier des mêmes, comment je pourrais dire, donc des mêmes services publics partout au Canada. Mais alors, on débouche sur la blague suivante, c'est toujours des blagues avec les syndicalistes. Oui. On se paie des services publics beaucoup plus Exactement. que l'Alberta qui nous subventionne s'en paye. Écoutez, il y avait un extrait, justement, on parlait des Albertains qui sont carrément offusqués d'envoyer, c'est quoi, une partie importante. C'est 7 milliards par année. C'est incroyable. C'est 10% du budget québécois, du gouvernement québécois, et ça dure depuis déjà de nombreuses années. Le Québec a toujours été bénéficiaire de ce qu'on appelle la péréquation, parce qu'il a toujours été du groupe des provinces pauvres, subventionnées par les provinces dites riches. Et maintenant, bien sûr, c'est l'Alberta qui... Alors là, l'Alberta, comme c'est celle qui est de loin la plus riche, les Albertains peuvent voir pratiquement
leurs dollars, partir d'Edmonton et de Calgary, embarquer dans un train pour Montréal et Québec, et carrément, c'est là que ça va. C'est-à-dire que, comme on est la province la plus populeuse après l'Ontario, eh bien, comme en même temps on est une province pauvre, eh bien, c'est nous qui cueillons la part du lion des milliards consacrés à la redistribution des richesses au Canada, à savoir, ça s'en vient au Québec. Et par ailleurs... Moi, j'ai toujours dit là, que si les indépendantistes veulent vraiment se séparer pour vrai, ils ont juste à faire un référendum pan-canadien. Ils vont l'avoir. Moi, ce que je dis très souvent depuis une dizaine d'années, c'est le Québec, si jamais l'indépendance se fait, ce ne sera pas sur la base d'un vote pour l'indépendance au Québec. Ce sera le reste du Canada qui nous devra Exactement. Et on peut penser que l'initiative risque éventuellement de venir de l'Alberta, parce que ce qui est d'autant plus choquant, c'est que non seulement les Albertains nous envoient 7 milliards par année, chaque année, ça revient chaque année, ça c'est comme l'impôt et les taxes, mais en plus, ils se font insulter par le Québec. Oui, et ça, c'est dire une honte. que c'est un pétrole sale. Alors, je comprends pas comment ça se fait que on parvient à être si indécent au Québec. C'est-à-dire que comment on fait pour accepter le 7 milliards, sachant que ce 7 milliards vient du pétrole dit sale. C'est ça, exactement. On devrait au moins avoir la décence de dire, votre 7 milliards, on n'en veut pas, c'est un 5 milliards qui vient de la pollution. Mais non, c'est très québécois, c'est-à-dire que aucune cohérence, on est des quêteux professionnels, on l'a toujours été depuis la Révolution tranquille, quoi, ça fait maintenant plus de 50 ans, toujours du côté de ceux qui quêtent, et en même temps, il y a une expression, c'est dommage, je peux pas la dire parce que c'est un peu grossier, mais ça concerne les cochons. Mais M. Breton, regardez, moi, l'indécence dans tout ça, c'est que vous mentionnez le Québec est pauvre. Le Québec n'est pas pauvre en ressources naturelles. Le Québec est d'une richesse. Il pourrait devenir encore plus puissant. Mais là, je t'arrête tout de suite. Arrêtez-moi. Là, je t'arrête tout de suite. Les richesses naturelles. Hey, ça prend du mérite pour avoir des richesses naturelles. Hein. Hey! Hey, ça, c'est fatigant avoir des richesses naturelles. Hey, ça prend de la compétence. Tu sais, maintenant, si t'as pas de compétence, t'as pas de richesse naturelle. Hein? Ouais. Les Allemands, les Japonais n'ont aucune richesse naturelle ou à peu près. C'est vrai. Et regardez-les aller. Ouais. Il y a une bonne blague juive, d'ailleurs. Je sais pas si vous allez la comprendre, les filles. Concentrez comme il faut, là. Ramassez toutes vos facultés mentales, d'accord, on se concentre, et puis voilà. Alors, les Juifs, quand ils erraient dans le désert, parce que si vous lisez l'histoire des Juifs, les filles, vous allez savoir qu'ils ont erré, le peuple juif a erré dans le désert, jusqu'à ce qu'ils s'en sortent. Et alors, voilà, leur grosse chance, les Juifs, c'est que précisément, ils n'ont jamais trouvé de pétrole. Puis pourtant, ils ont été dans le désert pendant des années, tu vois. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, regarde comment les pays du Moyen-Orient, qui nagent dans le pétrole, eh bien, ils travaillent pas fort. Finalement, les fameuses richesses naturelles, ça peut être une bonne chose, mais la plus grande de toutes les richesses, c'est ce qu'on a entre les deux oreilles. Tout à fait. La plus grande de toutes les richesses, c'est ce qu'on a entre les deux oreilles. Quand tu as trop de richesses, eh bien, tu es trop con pour les développer, tes richesses. Ce sont des étrangers qui viennent le faire parce que t'es trop con ou t'es pas assez vaillant. Bref, quand j'entends parler de nos richesses naturelles, je rigole un bon coup. Parce que le Québec sera riche le jour où on valorisera la compétence,
Tout à fait. La concurrence, bref. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez remarqué que le Québec refuse toujours de se comparer aux autres. On est tellement différents, le Québec, nous les filles. Ah oui, c'est une société distincte. Mais monsieur Breton, je le sais, on pourrait se parler pendant des jours et des jours, puis vous auriez encore quelque chose. Non, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question que je parle pendant des jours. Vous rêvez, les filles, vous rêvez, là. Mais au moment de notre émission, il faut qu'on restreigne l'entrevue, mais je le sais que Marianne tenait à vous poser une dernière question. Elle dit, faut absolument que je lui pose celle-là. J'espère que c'est pas indécent, parce que habituellement, les interviews finissent toujours avec une histoire de cochon. Ça foule la porno. Moi, je vais vous dire honnêtement, puis ça n'a peut-être pas réellement rapport à tout ce qu'on vient de parler, mais le sujet de l'émission, c'était vraiment l'univers du travail. Et un des aspects qui me désole au Québec, c'est l'entrepreneuriat. J'ai lu la semaine passée un article qui disait que à travers l'Amérique du Nord, le Québec est en arrière de tout le monde. Et moi, ce qui me fascine dans ça, c'est le nombre de subventions, le nombre de programmes et tout l'argent qui est déballé pour pousser les gens. Moi, je sais pas, quelle est votre opinion? Là, on vient de parler de mentalité, j'ai l'impression que ça a beaucoup à voir là-dedans, mais je peux pas croire que on est aussi endormi, tout ça, parce que je comprends pas. L'entrepreneuriat, il me semble que c'est la base du succès d'un État. Puis au Québec... Ce n'est pas valorisé. Ce n'est pas valorisé au Québec, ce n'est pas valorisé en France. Tout ça parce que il faut des syndicats dans le secteur privé, mais il faudrait que les syndicats changent de mentalité. Il faudrait qu'ils observent comment ça se passe en Allemagne, par exemple. L'Allemagne est un modèle de ce côté-là. Ils ont des syndicats forts, mais ils ont des syndicats responsables. Responsables. Hein? C'est-à-dire que les syndicats qui valorisent bien sûr l'entreprise, qui se sentent responsables du caractère concurrentiel de leur entreprise, qui valorisent les techniques, tout ça se tient. En Allemagne, très rapidement, ceux qui n'ont pas envie d'étudier longtemps et surtout pas d'aller à l'université, parce que nous, au Québec, comme en France, il y a trop de gens qui vont à l'université et qui n'ont pas d'affaires là. C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours étonné. Tout le temps, j'étais prof à l'université, j'avais cette conviction profonde qu'il y en avait au moins 40% qui n'était pas leur place. Ils perdaient leur temps et surtout, ils faisaient perdre le temps des autres et ils baissaient le niveau des cours. Hein? Alors, oui, il vaut mieux, je préfère de beaucoup un technicien solide qui aime son travail, qui aime ça et qui devient super compétent. Et pourquoi les Allemands sont les meilleurs pour tout ce qui concerne la technologie, l'exemple étant bien sûr l'auto allemande. Hein? Ben, voilà, très jeunes, ils sont pris en compte par des entreprises, ils suivent des cours, mais en même temps, il y a le prolongement, il y a le contact très rapide avec l'entreprise, des mentorats, des tutorats qui font que, bien sûr, ils acquièrent un niveau de compétence qu'on ne retrouve mais alors vraiment pas en France, qu'on ne retrouve vraiment pas au Québec, parce qu'au Québec, comme en France, les parents veulent envoyer leurs enfants à l'université, et puis ils vont traîner dans les facultés de ce que j'appelle les sciences molles. Bon, il en faut des sociologues et tout ça, des philosophes, mais il en faut pas trop non plus, c'est-à-dire que les meilleurs le deviennent. Mais comme n'importe qui peut entrer n'importe quand à l'université et y traîner pendant indéfiniment, eh bien, ça donne des frustrés, ça donne des gens qui perdent leur temps à l'université et qui préfèrent, bien sûr, traîner dans la rue que de traîner à l'université. Alors, ça donne des révolutionnaires professionnels et de futurs syndicalistes, bien sûr. Le modèle, c'est ça. Alors que, bien sûr, ceux qui n'ont pas de temps à faire, qui sont en train de se donner de la compétence, ceux-là, tu les verras pas dans la rue. L'entrepreneurship, c'est pareil. Il va falloir commencer à valoriser, partir une entreprise et réussir, c'est phénoménal, c'est un succès fantastique, surtout dans les secteurs les plus concurrentiels, avoir une bonne idée d'entreprise, puis il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut le réaliser, il faut le financement, c'est un travail considérable.
tout le monde, en fait, on doit savoir que les petits entrepreneurs, ce sont ceux qui travaillent le plus, bien sûr, mais qui le disent, ça, hein? Tout ce qu'on entend, ce sont les syndiqués qui nous parlent des conditions de travail des syndiqués du secteur public. Et Dieu sait que, parlons des 35 heures en France, par exemple. Oui. Ben écoutez, je pense qu'on pourrait continuer, comme Julie disait plus tôt. On en a pas mal appris. J'apprécie beaucoup. Ben oui. Franchement, ça fut une entrevue très constructive. J'espère qu'on va pouvoir vous avoir au cours des prochains mois. Puis moi là, il y a tellement de choses qu'on n'a pas touchées encore. Il y a des volets que éventuellement là dans d'autres émissions, on va probablement toucher à d'autres choses. Les filles, il y a certaines choses que vous ne toucherez pas. Faites-vous pas d'illusions. Lesquelles? On veut des noms. Non, mais écoutez, Monsieur Breton, je vous remercie beaucoup. C'était très. Je suis certaine que les gens vont avoir apprécié beaucoup l'entrevue. Puis je vais continuer de vous suivre. Là, on vous entend plus beaucoup là ces temps-ci. Ah, de temps en temps, faut moins parler. Comme ça, quand on parle, on est plus écouté. Ben, tant mieux. Alors. Ben merci beaucoup, Monsieur Breton. Salut les filles, c'est un plaisir. Vous écoutez le meilleur de Deux filles en liberté. Oui. Maintenant, c'est d'essayer de sensibiliser les gens et de créer comme une forme d'éveil pour que ça devienne... Avec le site Quitter le Québec, les gens qui s'en vont aux États-Unis, les gens qui sont au Québec, qui veulent déménager aux États-Unis, me posent toujours la même première question. Toujours la même première question, c'est comment va me coûter mes assurances santé. Et là, je leur dis, ça va coûter, moi, pour ma famille, ça me coûte 568 $ par mois. Et là, on me dit, j'ai pas les moyens. Non, mais c'est parce que attends. C'est parce que de l'autre côté, je paye 6% d'impôts. 6% d'impôts. Mais même encore, ils n'ont pas la même parce que là ensuite au Québec, on a les garderies à 7 $, donc si tu mets tout ça, je suis presque certaine que si tu utilises tous les services au Québec versus ce que tu payes ici au Texas, tu vas avoir un plus gros pouvoir d'achat et donc tu vas pouvoir faire des choix. Donc tu vas pouvoir de choisir parce qu'en fait ici il y a pas juste une solution pour l'assurance santé, il y en a plusieurs. Tu peux décider de payer un peu plus de déductibles, payer un peu moins par mois. C'est vraiment ton choix. Il y a plusieurs programmes, mais les gens n'ont pas été capables de choisir d'avoir autant de choix à faire dans une vie. Je suis presque certaine même que plusieurs personnes trouvent ça beaucoup moins compliqué de pas avoir le choix. Puis on me le dit souvent, ouais, mais c'est parce que ça me tente pas. J'ai besoin de quelqu'un pour me dire mange ça au lieu de manger ça, c'est meilleur pour toi. Fais ça au lieu de faire ça, c'est meilleur pour toi. Moi je dis OK, mais on peut y aller avec la personne qui est supposée dire qu'il mangeait, c'est soit ton médecin, ton nutritionniste, pas le gouvernement. La personne qui va te dire quoi faire avec ton argent, ça peut être je sais pas moi, un fiscaliste. Je le sais que ça vient pas juste du gouvernement et c'est cette mentalité-là qu'il faut briser et ça va être très, très, très difficile. En fait, Julie, tu fais état d'une chose, tu dis c'est ton médecin, mais quand on se ramasse dans un État comme le Québec ou un État comme la France, où est-ce que le médecin est l'État, en fait, c'est l'image, il reçoit sa paye, mais pas justement, il fait partie intégrante du système. Alors, c'est là qu'il y a une problématique, c'est comment faire. Et moi, j'essaie hier, justement, on en parlait, Ulrich, comment on peut s'en sortir? Quelle est la meilleure façon de s'épanouir dans un environnement aussi... c'est neutre, il n'y a plus rien qui avance et tout s'en va c'est un échec, là, en fait. Et nous, on est là, puis on essaie de dire, on veut s'épanouir. Quelle est la solution, selon toi, à part l'exil? Alors, moi, je suis plutôt pessimiste. Et pour reprendre Friedrich Hayek qui a écrit donc La route de la servitude, nous en parlions hier soir. C'est un livre absolument génial parce que il explique la montée du socialisme en Allemagne entre les deux guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, nous revivons exactement la même chose.
Le problème, c'est que ça s'est quand même très mal fini. C'est-à-dire que nous arrivons à des états absolument tentaculaires et des états qui perfusent chaque individu. Donc chaque perfusion qui serait retirée ferait presque décéder l'individu, que ce soit des subventions, des subsides, le chômage, la sécurité sociale, etc. Donc quand l'État est attaqué comme il l'est en ce moment parce qu'il est en faillite, ils ont dépensé beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont collecté. Quand ça s'arrête, le peuple, mais il se rebelle. Hein, il faut réfléchir 2 secondes. En France, par exemple, chaque mois, l'État français emprunte sur les marchés financiers 40 milliards d'euros, donc 55 milliards de dollars, pour finir les fins de mois. Quand les marchés financiers n'ont plus la monnaie suffisante pour ça, ce sont des fonctionnaires qui sont plus payés, les retraités qui ne sont plus payés, parce que nous n'avons pas les retraites par capitalisation, les chômeurs qui ne sont plus payés. Vous avez tout de suite 30 millions de personnes sur 66 millions qui n'ont plus rien pour manger. Donc quand ces gens-là ils descendent dans la rue, vous imaginez ce que ça fait. Et oui, ils descendent dans la rue, mais ce qui est fascinant, c'est que souvent ils vont réclamer encore plus de l'État. C'est comme tu parlais auparavant, le mouvement communiste est comme la solution pour une grande partie de ces individus. Et c'est très inquiétant de voir ça. C'est un peu comme nos carrés rouges l'année passée à Montréal. C'est plus d'État, plus de contrôle, moins de liberté. Exactement. Moi, ça me coupe les jambes. C'est vraiment là qu'on on voit que les gens sont complètement schizophrènes parce que quand on regarde les opposants au libéralisme, principalement ils disent oui, mais on peut pas donner la liberté aux gens, les gens sont pas responsables, les gens ce sont des fous, tout le monde s'entretuerait. Mais alors, les gens qui sont pas responsables, moi il y a quelque chose que je ne comprends pas puisque on donne le droit de vote à des gens qui ne sont pas responsables. Donc ça c'est déjà pas normal. Puis moi, j'aime tellement dire ça. On donne la chance à des gens d'élever des enfants, mais ils sont pas responsables. Oui, mais il y a eu une députée socialiste qui a presque dit à la télévision que les enfants n'appartenaient pas à leurs parents, mais à l'État. Ah, mais ça, on l'a vu aux États-unis aussi. Il y a eu une gauchiste, en fait, elle a dit que ouais, c'est ça. Le jour où les enfants appartiendront à l'État, tout va bien aller. Bravo. Voilà, bien sûr. Ah oui. Donc, les gens sont contre la liberté, contre le libéralisme, et ont le droit de vote. C'est-à-dire que mon voisin, il n'est pas responsable. S'il y a plus de droits, s'il y a plus de lois, etc., il va venir me piller chez moi, violer les femmes, tuer les enfants, etc. Mais alors, cette personne-là, elle a le droit de vote, et en plus, elle a le droit d'élire des gens qui vont avoir tout pouvoir sur sa vie. C'est-à-dire, c'est quand même fou parce que on ne croit pas son voisin raisonnable, mais par contre, les hommes politiques seraient dotés d'un pouvoir divin. Alors, ils seraient incorruptibles, ils auraient la science infuse. On vit vraiment dans un pays de schizophrènes. Ouais, parce qu'on croit que la solution viendrait du fait que des dirigeants de l'État seraient de bonnes personnes. Donc, on pourrait c'est là qu'est la solution, mais en fait, on sait tous que c'est une utopie. Bah oui, on l'a vu par exemple avec les régimes totalitaires, que ça soit en Corée du Nord, en Biélorussie, en URSS à l'époque, à Cuba, au Venezuela. On a vu ce que ça faisait les hommes providentiels. Ça se termine toujours dans un bain de sang. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais faudrait leur faire comprendre de A à Z ce qui se passe. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que si on laisse le marché libre prendre le pouvoir sur la population, parce que c'est ce qu'on dit, c'est que le capitalisme sale, parce que c'est dangereux le capitalisme, en fait, on se retrouverait avec toutes des compagnies comme Monsanto. Quand on sait très bien que Monsanto a été créé est un monstre à cause des gouvernements mondiaux. Oui. Exactement. Nous, on appelle ça le capitalisme de connivence. C'est-à-dire que c'est un pouvoir financier qui s'associe à un pouvoir politique et qui vote les lois, qui changent les règles du jeu pour les intérêts de cette compagnie. Et c'est ça aussi l'incompréhension des gens. Il y en a plusieurs qui vont dire le gros problème, c'est le corporatisme, c'est le capital. Non, ils vont même pas dire le corporatisme, ils vont dire le capitalisme pur, le pur et dur. Au Québec, on a une horreur de ce terme. Le capitalisme, c'est mauvais, c'est le diable. Mais d'un autre côté, il se retourne vers le gouvernement et ne voit pas la manipulation qui est faite entre ces entités, le corporatisme et le gouvernement. Et ils veulent même pas reconnaître. C'est un peu comme le mouvement Occupy Wall Street.
Ils avaient une raison, à quelque part, de dénoncer le système bancaire, le système financier. Mais la solution, c'était quoi? Alors, nous avons un grand auteur en France, qui était un ancien résistant, qui a écrit Indignez-vous. C'est Stéphane Hessel, et ça a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en France. Donc c'est un succès de librairie absolument colossal, et c'est exactement ça, c'est la base de Occupy Wall Street, c'est le méchant capitalisme, c'est exactement ça. Mais chez nous ça marche très bien, hein. C'est comme au Québec, hein. Il y a vraiment un fond de mentalité qui est contre le capitalisme. Le capitalisme, nous parlions tout à l'heure pour différencier droite et gauche, on pourrait dire que la droite c'est plutôt le capitalisme, les patrons, l'entreprise, etc. Et puis la gauche, ça sera plutôt la défense des pauvres, des salariés, etc. Et là, ça rentrera en confrontation. Mais ça n'existe plus. La droite en France est aussi socialiste que la gauche. Ben écoute, nous on appelle ça ici le néoconservatisme. En fait, le néolibéralisme qui a tué le libéralisme classique, et le néoconservatisme est à l'opposé, mais en même temps est aussi glouton. C'est un monstre glouton qui veut toujours de plus en plus d'intervention, et les deux sont très néfastes pour l'épanouissement de l'individu. Je voudrais qu'on revienne aussi sur on va revenir sur la mouvance libertarienne. Hier, on a eu une bonne conversation concernant l'anarcho-capitalisme. Puis j'aimerais qu'on en discute un peu parce que c'est quelque chose qui est très peu connu. Et moi, je trouve qu'il y a un bon fond. Il y a un bon fond et j'aimerais qu'on en discute un petit peu. C'est un sujet vraiment que j'ai à cœur parce que quand on creuse un petit peu le mouvement libertarien, grosso modo, pour résumer, il y a deux familles. Donc il y a une famille qui s'appelle les minarchistes. Donc c'est ceux qui pensent qu'il faut réduire drastiquement la taille de l'État et lui laisser uniquement que les prérogatives minimum, c'est-à-dire les forces de police, la justice et l'armée, donc la défense aux frontières, et tout le reste sera privatisé, y compris l'éducation des enfants, la santé, tout ça sera intégralement privatisé. Et puis il y a l'autre famille qui s'appelle les anarcho-capitalistes, et alors ceux-là pensent qu'on peut réduire l'État à zéro, c'est-à-dire supprimer totalement l'État, et même aller jusqu'à des services donc d'armée, de police et de justice totalement privés et en concurrence. Voilà, pour résumer. Mais ça, pour une personne qui a vécu toute sa vie dans un monde où l'État est omniprésent, ça fait vraiment peur. Nous, on voit ça, on appelle ça l'anarchie, là. Bah oui, alors c'est anarcho-capitaliste, c'est anarchie capitaliste, c'est-à-dire que quand on dit c'est un anarchiste, dans le langage courant, un anarchiste, en fait, ça sera quelqu'un d'extrême gauche. Pourquoi? Parce que il pense qu'il faut supprimer l'État, il faut tout supprimer, mais le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas la propriété privée. C'est-à-dire que votre maison, c'est aussi sa maison, votre voiture, c'est aussi sa voiture, il n'y a plus de propriété privée. Et alors, ça va jusqu'au travail, puisque vu que vous n'êtes même plus propriétaire de votre corps, ça voudra dire que vous n'êtes même plus propriétaire du travail que vous effectuez. Voilà. Ça, ce sont les vrais anarchistes. À l'époque de Proudhon, c'est pour moi de l'extrême gauche. Anarcho-capitaliste, donc ça a été initié par Murray Rothbard et d'autres grands auteurs. C'est une suppression de l'État, mais une reconnaissance totale des droits de propriété et de liberté. Voilà. Et la première propriété, c'est la propriété individuelle. C'est son corps. Voilà, exact. C'est son corps, exactement. Voilà, des droits inaliénables. Il y a toujours quand on parle de libertarien, de capitalisme, on parle souvent aussi qu'il faut protéger. Puis c'est là, moi, que j'ai un petit peu de difficulté encore. Je peux même pas vous dire mon opinion à 100% parce que j'ai pas encore ma tête claire. Que fait-on avec nos enfants? C'est-à-dire, nos enfants nous appartiennent, mais jusqu'à quel point? Non. Alors, les enfants n'appartiennent qu'à eux-mêmes. À partir de ce que je disais hier un petit peu en aparté, en fait, le fœtus passe d'un stade de fœtus à un stade d'être humain, donc dans le ventre de la maman, et à partir du moment où il devient un être humain, il récupère ses droits d'humain. Donc, il a une liberté totale et une propriété totale sur son propre corps. Donc, les parents ne sont pas propriétaires de l'enfant, mais propriétaires de son usage. C'est-à-dire que c'est eux qui le nourrissent, c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui en ont la garde, mais légalement, vu qu'on supprime l'État, l'enfant pourrait demander d'être émancipé à n'importe quel âge.
Et ça, c'est vraiment, moi, j'ai bien aimé cette description-là parce que souvent, c'est ça, on est déchiré à savoir est-ce que l'enfant nous appartient pas. On arrive encore avec ces fous socialistes qui disent l'enfant ne vous appartient pas, il appartient à l'État. En fait, j'aime beaucoup cette distinction. On a un droit d'utilisation, en fait. Oui. On a le droit de décider, de guider ou quoi que ce soit, mais l'enfant, de fait, il est une entité, il a ses propres droits. On peut pas décider en tant que parent de commencer à mutiler un enfant, même pour des soins ou quoi que ce soit, contre son gré, techniquement. Ouais, mais ça doit être encadré par des lois. On peut supprimer, ça demande d'étudier le sujet un petit peu en profondeur parce que d'une manière, quand on en discute comme ça paraît un petit peu fou. On voit le chaos arriver, on voit les abus, etc. Mais j'encourage vraiment tout le monde à lire L'éthique de la liberté de Murray Rothbard, qui est vraiment une sorte de claque. Quand on lit ce livre, ça met vraiment à la poubelle tout ce qu'on a appris au niveau de l'éthique, de la morale, etc. Et on repart sur quelque chose de propre, des fondations vraiment. Moi, j'utilise toujours le terme de légitime, un choix légitime. Et c'est vraiment important de le lire, L'éthique de la liberté. On repart vraiment sur quelque chose de nouveau. Et justement, on a eu hier. Oui, vas-y, excuse-moi. Sur tous les sujets, hein, donc que ce soit la propriété privée, donc là où vous avez habité, on parle du droit du sol, on peut parler si on est pour ou contre les gaz de schiste, par exemple. Le problème se règle très très facilement quand on règle les droits de propriété. Alors comment ça se règle, des enfants, grosso modo? C'est-à-dire, c'est très simple. Par exemple, imaginons que vous ayez une propriété de 4 hectares. Moi, à côté, j'ai une propriété de 4 hectares. Vous décidez de forer pour des gaz de schiste, enfin, vous autorisez à forer pour des gaz de schiste sur votre propriété. Vous êtes totalement propriétaire de votre sol et de votre sous-sol. Donc, la compagnie pétrolière va vous donner des royalties sur ce qu'elle va pomper. Mais moi, je suis aussi propriétaire de mon sol et de mon sous-sol. Donc, imaginons qu'il y a une perforation de la nappe phréatique et que la nappe phréatique soit contaminée. Ça va vous coûter tellement cher en dommages et intérêts pour réparer ça que ça sera soit impossible techniquement parce que ça coûtera trop cher de forer, soit si c'est foré, il y aura toutes les précautions qui seront prises pour prendre aucun risque de pollution. C'est ça. Alors c'est vraiment c'est la liberté et responsabilité individuelle. Par exemple, nous en France, on a souvent le débat sur pour ou contre le nucléaire. Alors, il y a Greenpeace qui s'en mêle, etc. C'est la même chose. En France, si vous montez une usine à charbon, si vous montez des éoliennes, des capteurs solaires, vous êtes assuré pour ça. Par contre, tout le parc nucléaire qui appartient à l'État n'est pas assuré. Donc, si un jour il devait y avoir un accident nucléaire, c'est l'État qui porte directement garant. Donc, l'État, c'est nous. Donc, vous imaginez qu'il y a des gens qui sont contre le nucléaire, qui par leurs impôts payent le nucléaire. Tout à fait, oui. C'est totalement intolérable. Alors que si on réfléchit à ça dans une société privée, le nucléaire prend sa responsabilité, paye cette assurance, ça a déjà été chiffré, ça serait de l'ordre de 60 milliards de dollars par an pour assurer le parc. Et forcément, toutes les précautions seraient prises, on irait peut-être même sur des nouvelles technologies, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est assez compliqué, mais il y a des technologies beaucoup plus sûres pour le nucléaire qui ont été écartées justement à cause des États. Donc vraiment, quand on revient sur la liberté de choix et la responsabilité qui va avec, on règle énormément de problèmes, on règle même tous les problèmes. Et en fait, c'est fascinant parce qu'aux États-Unis, à la base, c'est les fondements qui ont été établis. Moi, je regarde un peu, mon conjoint travaille pour une compagnie justement d'électricité nucléaire. À la base, c'était ça, la responsabilité était sur le dos de l'entreprise. Mais avec le temps, les gouvernements sont rentrés et il y a eu comme une espèce de mélange entre la corporation et le gouvernement. Et maintenant, s'il y a un désastre nucléaire, c'est presque assuré que le gouvernement va supporter une perte ou va assumer. Alors, ces entreprises ont tendance à négliger un peu parce que d'une façon ou d'une autre, ils vont dire, s'il arrive quoi que ce soit, oui, on va avoir une tape sur les doigts, on va se faire réprimander, mais de l'autre côté, il y a tout le temps quelqu'un qui va nous sauver. C'est le même problème avec les banques, en fait. Les banques ont déconné, mais parce qu'à la base, ils savaient qu'ils allaient être sauvés. Il y a une citation de Alan Meltzer, un Américain, qui dit « Le capitalisme sans échec, c'est comme la religion sans péché. Ça ne marche pas. Les faillites et les pertes, même le simple spectre de la faillite incite à la prudence. » Et c'est exactement ça. C'est comme si je vous dis « Vous pouvez rouler à 300 miles à l'heure et il ne vous arrivera rien, aucun accident. » Les gens, ils roulent, ils font pas attention.
Alors que si vous prenez la responsabilité d'éventuellement mourir, de perdre la vie dans l'accident de voiture, bah vous êtes beaucoup plus prudent. Tout à fait. C'est exactement ça. Et pour Monsanto, justement, vu que nous parlions de Monsanto, il y a eu un arrêt spécial pour eux qui rend impossible tout procès avec des dégâts qui seraient causés à cause des OGM. C'est incroyable. Et ça, c'est vraiment le capitalisme de connivence au plus haut point. Parce que Monsanto n'aurait jamais pu devenir aussi puissant sans l'aide du gouvernement, sans on a octroyé des brevets. Si on regarde l'historique de cette compagnie, ça fait peur. Et j'entends encore, puis ça m'a dérangé, puis je vais en parler plus tard dans l'émission, des soi-disant libertariens du Québec qui ont dit, écoutez, là, Monsanto, je comprends pas l'histoire avec Monsanto, c'est une compagnie, c'est du capitalisme, là, donc si vous êtes pas content, mangez-en pas. C'est là qu'on n'a pas compris. On ne sait pas. C'est souvent des gens qui creusent pas le sujet. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une société de droit privé. On n'a pas à s'en mêler. Mais quand on regarde un petit peu plus en profondeur, on s'aperçoit des collusions qu'il y a entre l'État. Moi, si on me dit que Monsanto est considéré exactement au même niveau que n'importe quelle société petit artisan américain, il y a aucun problème. Mais c'est pas le cas. Non. Juste le fait de savoir le FDA, c'est le Food Administration, j'ai perdu le terme en anglais, mais c'est comme l'agence gouvernementale au point de vue de l'alimentation. Il y a eu collusion. En fait, il y a l'avocat durant les années 80 de Monsanto qui est devenu directeur de ce département. Et maintenant, on se ramasse avec un ancien président de Monsanto qui dirige le FDA. Vous voyez? C'est une aberration. Et il passe des lois, il permet des types de pratiques ou des types d'aliments. Et non, c'est sain. On a fait des études. D'où viennent ces études? Est-ce que c'est biaisé? Bien sûr. C'est toujours biaisé parce que c'est des études qui coûtent très cher. Oui. Par exemple, pour les problèmes de l'aspartame. L'aspartame, ça a toujours, il y a toujours eu des études qui disent que c'est dangereux pour la santé, ça peut créer des cancers, etc. Quand on creuse un petit peu, la totalité des études ont été payées par le lobby du sucre. Ce sont des grandes entreprises du sucre qui ont payé des études sur l'aspartame. C'est comme si, je ne sais pas moi, je suis Boeing et je fais faire des études contre Airbus. Forcément, ça va être dans mon intérêt à moi. Oui. Mais en fait, l'aspartame, Monsanto est derrière l'aspartame. Monsanto est derrière plein de trucs là en fait. L'agent orange, qui avait été utilisé pendant la guerre du Vietnam. Donc on voit que c'était en fait au départ une compagnie qui était pas du tout qui était pas du tout en lien avec la nourriture. Et là maintenant, ils contrôlent de l'agriculture partout dans le monde. Et c'est tellement, je peux pas comprendre quelqu'un qui me dit, il y a rien, c'est du capitalisme, donc si t'es pas content, t'as juste à pas en manger. C'est beaucoup plus profond. Le problème, en fait, c'est que les gens, ils voient le monde en blanc ou en noir, parce qu'indirectement, Monsanto a aussi sauvé des millions de vies. Parce que toutes les recherches qui ont été faites dans le milieu agricole, que ce soit dans les engrais, les produits phytosanitaires, etc., ont augmenté les rendements et ont permis à des gens de manger. Donc il faut faire la part des choses entre ce qu'on doit garder, une entreprise totalement libre, mais aussi une entreprise totalement responsable. Donc on doit retirer en fait tous les passe-droits que l'État a donnés à Monsanto. C'est tout. Ouais, tu parles de que les agriculteurs pouvaient manger plus de ça, oui, pendant un certain temps, mais la roue tourne maintenant et on s'aperçoit que là c'est le contraire ce qui se passe. Donc les agriculteurs, par exemple en Inde, qui avaient justement pendant quelques années ont eu plus dans le fond de leur je me souviens plus comment le terme en français, crop, c'est quoi de rendement. C'est ça, le rendement de l'agriculture, donc leurs fruits, légumes et tout ça. Il y en a eu beaucoup plus parce ils devaient moins s'en occuper. Ils n'avaient plus besoin ils perdaient moins à cause des pesticides et tout ça. Mais après quelques années, ça l'a rattrapé et c'est devenu pire que c'était avant
parce que ce que ça l'a donné, c'est que faut toujours acheter les graines de Monsanto, coûtent de plus en plus cher et besoin de plus en plus de pesticides, de plus en plus puissants. On voit où est vraiment le problème, parce que le vrai problème, c'est pas vraiment l'Inde, c'est pas vraiment Monsanto, ce sont les États. Nous, en France, par exemple, au niveau européen, ils ont réussi à passer une loi qui va interdire l'utilisation des semences de ferme. Alors c'est quoi ? C'est-à-dire que quand on est paysan, on a le droit de garder une partie de sa récolte d'une année sur une autre pour la semer. Eh bien là, maintenant, ça va être totalement interdit. Donc tout va être tracé et tout va devenir... un paysan, en fait, ça va devenir quasiment un salarié de chez Monsanto. Voilà. Monsanto, Cargill ou d'autres entreprises, mais ça revient au même. Donc en fait, la liberté est totalement perdue. Vous imaginez un paysan au milieu de l'Arkansas qui souhaiterait gérer sa culture lui-même, avoir un petit moulin sur place, faire sa farine, vendre sa farine d'une manière locale, ça va devenir de plus en plus impossible parce que les États s'en occupent. Oui. Alors qu'il y a plein d'initiatives dans le monde pour revenir à ce mode d'agriculture. En France, par exemple, on est passé d'une agriculture totalement intensive il y a quelques personnes qui essaient vraiment de réinventer l'agriculture pour revenir à quelque chose de beaucoup plus durable et de beaucoup plus raisonnable. J'ai visité des fermes Amish il y a 2 ans et quand un Français, nous on est forcément les rois du monde sur beaucoup de sujets, on donne des leçons à tout le monde. Et quand on va voir les Amish, on s'aperçoit que c'est les fermes les plus rentables du monde. Et là, on prend une claque parce que finalement, ce sont des gens qui n'ont pas arrêté d'évoluer, mais qui ont continué d'évoluer dans une voie durable. Ce que nous, on a complètement arrêté après-guerre. Oui. Donc, ils ont développé des techniques que les Américains, les Européens pourraient reprendre et s'inspirer. Parce qu'ils ont vraiment des rendements qui sont formidables quand on voit qu'ils mettent ni engrais, ni produits phytosanitaires, ni produits chimiques, et ils arrivent à 50 quintaux hectares dans des blés. C'est absolument exceptionnel. Oui. Voilà. Oui. Mais donc, je sais. Allez-y. Je sais que Ulrich doit nous quitter, donc je veux pas prendre trop de son temps. C'était très agréable. En fait, c'est très bien de voir ce qui se passe en Europe, parce ce qu'on a, nous, de ce qui se passe en Europe, c'est jamais vraiment de l'intérieur. C'est souvent par nos médias, qui sont souvent très biaisés. Et c'était très, très, très intéressant de voir qu'il y a des gens qui ont de l'allure. C'est gentil. Ouais, au moins maintenant, vous savez qu'il y a quelques centaines de libertariens en France qui sont prêts à œuvrer pour la liberté, quoi. Ça, pour que vous le sachiez. Oui, et juste avant qu'on se laisse, j'aimerais aussi que tu me fasses, tu me parles un peu de ton recueil. Hier, on parlait d'un recueil de près de 100 auteurs un petit livre qui a été écrit il y a pas longtemps. Parle-moi-en donc un peu. Donc l'idée, en fait, c'était le problème du libéralisme, c'est que nous avons des livres absolument prodigieux, de grands auteurs, ça fait plusieurs siècles, mais personne ne les ouvre. Maintenant, même dans les bibliothèques, ça devient introuvable, beaucoup de livres sont épuisés, etc. Donc l'idée, c'était de faire vraiment un livre très accessible, que monsieur et madame tout le monde puisse lire, même quelqu'un qui connaît rien à la politique, qui connaît rien au libéralisme, et qui puisse comprendre au travers de 100 auteurs sur 100 sujets. Ça se lit très facilement, c'est une page recto verso. D'être initié aux problèmes de retraite, d'éducation, d'euthanasie, de drogue, de port d'armes, d'impôts, etc. Pour avoir envie de se dire peut-être il y a quelque chose qui cloche et peut-être que finalement il y a une autre solution qu'un État omniprésent. Voilà, c'était ça l'idée. Et le titre c'est libre au pluriel avec un point d'exclamation. Et donc notre collectif d'auteurs s'appelle. Alors au Québec, sur commande, on peut l'avoir. Sinon, on peut passer par Amazon. Alors il y a des frais de port qui sont un peu chers, quasiment aussi chers que le livre. Mais vu que le livre est libre de droit, il était vraiment très accessible, quelque chose comme $13 canadiens. Et donc libre de droit, il n'y a aucun auteur qui a gagné quoi que ce soit sur le livre. Vraiment de l'objectif de mettre le libéralisme à la portée de chacun. Et vois-tu, on va essayer de mettre le lien. Je vais aller sur Amazon, je vais essayer de le trouver. Je vais mettre le lien sur le site. Et je suis certaine qu'il y a moyen de le trouver d'une façon ou d'une autre. Là, il y a plusieurs Québécois qui l'ont commandé, qui l'ont eu par Amazon. Parfait. Parce que je trouve que c'est un bon guide pour initier les gens. Et je pense que malheureusement, là, on est un peu tard, mais c'est malgré l'étape où est-ce qu'on est rendu. C'est l'éveil, c'est de permettre les gens d'ouvrir leurs horizons et de sortir de cette morosité, en fait. Alors, espérons que le réveil va se faire vite, là, parce que
Grâce à nous. Oui. Oui, c'est ça. On met tous nos forces ensemble et on va finir par gagner. Ben, je te remercie beaucoup, Ulrich. Merci puis beaucoup. on va se reparler, c'est certain.